Papier pour tous autour de la thématique du racisme au Maroc. La thématique exacte que nous avons choisie pour ce soir a pour titre les racistes, excusez-moi, a pour thématique les racistes anonymes, et on va parler du racisme qui sommeille en nous. Madame Zineb Ouazzani, vous êtes psychologue et clinicienne, vous êtes aussi activiste dans le domaine des droits humains, mais vous travaillez beaucoup plus en lutte et en assistance aux personnes en situation de migration, et principalement au Maroc, à Rabat, avec les personnes qui nous viennent d'Afrique subsaharienne. Votre travail, vous me dites tout à l'heure qu'il est chapeauté ou encadré par la Fondation Orient-Occident et sous le patronage pardon, du HCR. J'ai le plaisir aussi de présenter Madame Soumeyane Mengsus, professeure universitaire, experte conseil en communication. Vous êtes aussi experte en développement humain, sans oublier que vous êtes avant tout écrivaine. Merci, mesdames, d'être là. Avant tout, j'aimerais bien avoir vos avis par rapport au racisme au Maroc. On commence par Madame Gsous. Ben, écoutez, nous sommes généralement des racistes qui ignorent qu'ils le sont. Je sais que beaucoup de mes compatriotes ne vont pas être d'accord, mais nous avons des comportements, bon, on aura le temps d'en parler en long et en large tout à l'heure, des comportements qui peuvent dénoter du racisme, pas de xénophobie vraiment, mais surtout ce rejet de la différence chez l'autre. Et assez fréquemment, on peut le noter déjà au niveau du langage. Les mots sont très importants. Et bon, le racisme, je vous apprends rien, existe depuis des siècles et des siècles, mais ma théorie, c'est que ça a été exacerbé par le commerce des esclaves à partir du, disons, 15e, mais surtout 18e siècle, également par la colonisation, et ça laisse des traces, même chez des personnes qui se disent parfois versées dans l'humanisme. Nous avons un automatisme, un référentiel qu'on utilise de façon automatique et qui fait que sans qu'on se rende compte, nous pouvons prononcer des expressions racistes qui peuvent toucher, qui peuvent choquer l'autre, mais sans qu'on le sache réellement. Et ça, bon, je donnerai tout à l'heure quelques exemples. Quand vous posez la question à la personne, qu'est-ce que vous pensez du racisme, elle va condamner le racisme. Hein, mais sans se rendre compte, il y a des mots qu'on a emmagasinés, mémorisés. Vous savez, il y a une mémoire collective qui est là. Et dans notre référentiel, il y a des petites niches. Quand on en est conscient, ben on va les chercher, on les détruit. C'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident. Bon, on peut pas dire que le Maroc soit le pays du racisme, ce n'est pas vrai, mais il demeure quand même des contrastes par rapport au fait que nous soyons un pays très très accueillant et qu'en même temps, sans nous en rendre compte, parfois, je dirais pas même souvent, il arrive que l'on puisse choquer, avoir des attitudes qui peuvent être qualifiées de racistes, mais sans qu'on en prenne réellement conscience. Madame Ouazzani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes beaucoup plus une activiste de terrain. Alors, comment vous percevez le racisme au Maroc vu votre activité? Alors d'abord, merci de m'avoir invité à cette rencontre et à cet espace d'échange et de réflexion. Cette rencontre qui va nous permettre de discuter et de relever certains différents composants du racisme afin de lutter contre ce fléau. Alors, tout d'abord, je vais commencer de ma petite expérience avec les personnes en situation de migration et tout particulièrement avec les subsahariens, les migrants subsahariens. Et je constate souvent dans ma pratique qu'il y a des manifestations psychologiques liées à des propos et des comportements racistes de la part des Marocains. Et cela montre que, bien sûr, le racisme existe au Maroc, même si que la plupart des Marocains sont dans le déni. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un, un Marocain, et vous dit, bah, non, nous ne sommes pas des racistes, mais ça s'exprime dans le langage et dans le discours. Et j'aimerais bien vous expliquer, c'est-à-dire les effets et
les effets et les manifestations psychologiques qui sont causées par ces comportements racistes. Il faut savoir que les migrants en général, que ce soit un demandeur d'asile ou un réfugié, ils ont vécu dans leur pays et dans leur trajet migratoire des situations et des scènes difficiles, comme la guerre, des abus sexuels, des tortures, la traite. Et après un long trajet, ils arrivent au Maroc pour solliciter une protection et une vie meilleure. Dans ce cadre, il faut les accueillir dans un cadre pluridisciplinaire où la prise en charge médico-psychosociale est essentielle. Alors, le cadre psychopathologique, plutôt le cadre psychothérapeutique, c'est-à-dire le cadre de la prise en charge et l'environnement sociétal qui devrait être sécurisant, aide le migrant à mettre en place un processus de résilience afin de se construire et de se développer sur le plan psychologique. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que les comportements discriminatoires est une violence qui déclenche des traumas à nouveau et réactive des sentiments et des scènes traumatisantes du passé, et ce qui pousse le migrant à s'isoler et à ne pas trouver un sens à sa vie, à éprouver un sentiment de honte, ce sentiment qui met le migrant en situation de désocialisation. Alors, le migrant va se protéger du regard des autres pour donner des jugements moraux. Et autrement dit, cette violence qui est liée au comportement discriminatoire et raciste empêche le processus de résilience et par la suite empêche le processus d'intégration et d'adaptation au pays, dans le pays d'accueil. D'accord. Je trouve que nous sommes déjà sur la voie du débat, puisque nous avons, personnellement, j'ai pu recueillir plusieurs éléments. Là, je vais revenir pour Madame Guissous et sur la formule qu'on avait convenue, c'est de présenter une certaine thèse. Là, ça serait beaucoup plus approfondi. Vous êtes, comme je l'ai dit, professeur universitaire. Vous passez beaucoup de temps à analyser les comportements sociaux du Maroc. Est-ce que nous sommes un pays raciste? Est-ce que c'est une question qui trouve justice à être dite? Est-ce que nous sommes dans un pays raciste? Est-ce que nous sommes... Et vous voulez que moi je m'engage sur ça? On s'engage tous. C'est une grande responsabilité que vous me donnez là. Non, nous ne sommes pas un pays raciste, mais si vous permettez, je voudrais rappeler un petit peu le contexte dans lequel s'exerce ce racisme à travers l'histoire récente de l'Afrique, qui a toujours été un continent convoité par l'Europe et par ses richesses, pour ses richesses et sa main-d'œuvre, et surtout l'Afrique subsaharienne. Et la traite négrière atlantique qui a débuté dans le XVe siècle, lorsque les Portugais ont commencé à acheter des hommes sur les côtes atlantiques, donc à cause de la découverte du Nouveau Monde et sa colonisation par les grandes puissances militaires européennes, a accéléré le processus de racisme. C'est ma théorie. Dans le passé pas très lointain, tous ces mouvements, la traite des nègres, entre guillemets, et la colonisation a laissé un impact très fort de racisme chez nos populations. Et on sait que l'Europe et l'Amérique s'est enrichie du commerce triangulaire des esclaves en Afrique. Et en plus, ensuite, ces pays occidentaux sont devenus des donneurs de leçons en matière de droits de l'homme et de démocratie. Et donc, pour moi, une partie de l'histoire du racisme a été étouffée pendant 2 siècles au moins. Et là, elle refait surface, justement, avec le décès de George Floyd aux États-Unis, où on a des exemples. C'est un rappel, on dirait que c'est une revanche de la mémoire, du passé, de tout ce sang, ce sang de Noirs qui ont été sacrifiés. Et on voit ce que ça a donné. Par exemple, à Londres, on déboulonne des statues de négriers. Ce n'est pas encore fini. Donc, je dirais même qu'actuellement, il y a une prise de conscience. Même du côté de certains États. Aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Et j'ai été étonnée puisque le roi belge a présenté des excuses officielles pour la colonisation au 19e et début du 20e siècle à travers le roi Léopold II, qui a fait 10 millions de morts d'esclaves dans les champs, et un pays qui a connu des milliers, semble-t-il, d'amputations des bras pour des travailleurs noirs
qui ne donnait pas satisfaction. Donc, je dis que moi, l'esclavage a grandement contribué au racisme que nous vivons aujourd'hui et au Maroc. Et c'est justement ce racisme, plus tard la colonisation, qui a fait la différence, la distinction entre la race blanche et la race noire. Et la race blanche, effectivement, est considérée comme une race supérieure. On en a gardé des traces aujourd'hui à travers le monde. Le dernier exemple que nous avons, c'est celui de la purification de la race aryenne par Hitler. Et donc maintenant, par rapport au Maroc, le Maroc, aujourd'hui, il y a une forte théorie, hypothèse, qui est celle du fait que l'Afrique, d'abord, est le berceau de l'humanité. Et les hypothèses vont dans le sens que l'être humain était déjà noir au départ. Le Maroc est le pays qui serait le plus ancien du monde, puisqu'on a découvert le squelette le plus ancien jamais trouvé. Et le Maroc est le pays de la diversité raciale, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot, car depuis, c'est un pays africain, arabe, à la porte de l'Europe. Il a été animiste, juif depuis 30 siècles, chrétien avec les Romains depuis 20 siècles, musulman depuis 14 siècles, amazigh arabe, judéo-marocain, etc. C'est le pays de la migration, puisque sa population est composée d'une très grande diversité culturelle. Donc, le Marocain est blanc, il est noir, il est métissé, il est brun, etc., etc. Et lorsqu'on fait aujourd'hui la mode, et pour les gens qui ont les moyens, à la recherche de l'ADN, aujourd'hui, cette recherche prouve qu'il y a eu un brassage très, très large de la population marocaine. Alors que nous sommes, comme je l'ai dit, un peuple connu dans le monde, hospitalier, accueillant, généreux, nous avons quand même ce racisme qui sommeille en nous et on l'ignore. Et je continue à dire que le racisme, c'est de l'influence de l'esclavage, puisque le noir avait été assujetti et qu'il devait impérativement se soumettre au blanc. Et même si au Maroc, nous n'avons pas un grand commerce d'esclaves ni exploitation, parce qu'ils étaient surtout utilisés comme main-d'œuvre dans les foyers, il y a eu quand même cette influence de cette perception du noir qui est inférieure au blanc. Je voulais partager avec vous une expérience, comme je voyage beaucoup dans le cadre de mon métier, je fais beaucoup le monde rural. Il y a 20 ans, par exemple, j'étais dans la région de Zagora et dans un village à Tniti-Zoulin, et je voulais aller aider les femmes à puiser l'eau. Je voulais participer et les femmes étaient outrées, ça fait 20 ans. Elles me disent non, tu n'iras pas travailler. Que les purs ne travaillent pas. Ce sont les noirs qui travaillent pour eux. Ça fait 20 ans seulement. Écoutez déjà le terme de l'harar, la race pure, par rapport à l'haratin, donc les noirs, qui sont venus de l'Afrique subsaharienne. Aujourd'hui encore, je peux garantir, sans risque de me tromper, qu'il y a encore cette ségrégation qui est tacite vis-à-vis du haratin. Et aujourd'hui encore, dans plusieurs douars, juste avant le confinement, j'étais dans une région rurale du Maroc et on m'a dit que dans ce douar, on ne donne pas ses filles aux noirs. C'est-à-dire qu'on va les donner, c'est des blancs, et on ne va les donner nos filles aux noirs ou nos fils à des filles noires que si vraiment il y a des intérêts. C'est dont on se rend compte. Donc, dans l'esprit, il y a encore ce rejet, si vous voulez, de cette population noire qui n'est pas exprimée, qui n'est pas ressentie de façon consciente. Et on voit même à travers les médias la supériorité de la race blanche, des caucasiennes, que ce soit dans les médias occidentaux, et ce sont au niveau de ces médias, c'est l'Occident qui détermine les canons de la beauté, qui est précisément de la beauté des blancs et des blanches. La mode, c'est pour les blancs, elle est créée par eux et pour eux. Le style, et les noirs en sont exclus. Aujourd'hui, on peut dire que au niveau de la population subsaharienne des noirs, aussi aux États-Unis, il y a une prise de conscience du fait de s'imposer et d'imposer son look et ses canons de la beauté. Par exemple, les cheveux frisés sont méprisés même au Maroc. Vous avez une jeune fille qui a des cheveux, qui a choisi de rester naturelle dans la rue, on va l'insulter, ou al-mshaka, ou al-drawiya, espèce d'ébourifiée, espèce de négresse, etc. Et donc, je dis aussi que nous sommes, les Marocains, on est manipulés par ces médias, comme tous les peuples qui sont influencés par la suprématie du blanc. Et on peut remarquer aussi que chez les Noirs, il y a ce malaise de se sentir complexé
entre guillemets, par rapport aux Blancs. On voit tout ce qui est le refus des cheveux frisés, toutes ces perruques, ces cheveux qu'on ajoute, le blanchiment de la peau, blanchissement, je pense, on ne dit pas blanchiment, blanchissement, je ne sais plus. Donc, voilà, le rejet, si vous voulez, blanchir sa peau pour ressembler à des Blancs. Maintenant, si vous permettez, je voudrais ajouter autre chose. Est-ce que vous le permettez, Agnès? Je peux continuer? Bien sûr, vous avez encore du temps, Madame Xos. Okay, merci. Moi, je vois par rapport, il y a ce racisme, et effectivement, on peut dire qu'il est hérité, quoique bon, la société civile, etc., que les associations comme les vôtres, que je félicite vivement, font un travail, mais on se rend compte aujourd'hui que le fondamentalisme religieux et le wahhabisme au Maroc n'a pas aidé justement à faire disparaître, si vous voulez, ce racisme. Je vois par exemple le discours religieux ou pseudo-religieux apprend à nos jeunes et à nos enfants, donc à la majorité de la population marocaine, que les musulmans sont une race supérieure qui a été privilégiée par Dieu, même s'ils disent pas race. Les cours de religion, le discours religieux dans les mosquées, etc., divisent l'être humain entre musulmans et kafirs. C'est une sorte de rejet, c'est un racisme qui est fondé sur la religion, sur la foi, sur le degré de la foi. Donc, c'est une discrimination avec des répercussions sur les comportements. On entend parfois dire hein, tu peux le voler, c'est pas grave, c'est un mécréant. Hein, ou alors tu travailles avec un kafir, c'est pas grave, tu peux ne pas être honnête avec lui. Et alors que cela n'a jamais été rapporté par les prophètes, par le dire du prophète, mais on colle ce genre de comportement et de paroles aux prophètes. Et donc, l'ennemi, on présente aux Marocains, l'ennemi comme c'est le chrétien et le juif, parce qu'ils sont l'ennemi de l'islam. C'est un encouragement à la haine vis-à-vis des juifs, des chrétiens, des non-musulmans, et à partir de récits du prophète, sur la base des hostilités des juifs vis-à-vis des musulmans, qui datent d'il y a 14 siècles. Les juifs, par exemple, sont au Maroc depuis 30 siècles, bien avant l'islam. Mais la grande majorité des Marocains ne le savent pas, parce qu'on ne leur a pas dit. Et dans les livres d'histoire, il n'y a pas un seul livre qui parle des Marocains juifs qui étaient installés avant l'islam. Pourquoi je vous dis ça? Quel est le lien? Le lien, c'est que quand je demande à des jeunes, notamment à mes étudiants, pourquoi ils ont ce rejet des juifs et qu'étaient leurs ancêtres avant d'être musulmans, eh bien, ils ne connaissent pas leur histoire. Quand on leur dit, attendez, l'islam, il y a seulement 14 siècles, vos ancêtres étaient quoi? Eh bien, ils ne le savent pas. Ils vous disent, ils sont musulmans. Vous voyez ce que je veux dire? Que cette ignorance, l'ignorance mène justement au racisme. L'ignorance mène au racisme. C'est vrai que beaucoup de personnes font cette confusion entre juifs marocains et sionistes et conflit israélo-palestinien, justement, confusion sur laquelle surfent justement les fondamentalistes. Je condamne moi-même les conflits géopolitiques, notamment en Palestine, je les dénonce, mais je dis que le racisme, c'est justement le racisme, c'est faire des confusions, hein, des préjugés, et nous n'avons pas le droit aujourd'hui de les faire. Le racisme, s'alimente justement de cette ignorance et de ces préjugés. Et on n'a pas le droit. Justement, professeur, l'exemple que vous donnez de l'occupation israélienne des territoires palestiniens, c'est une situation de racisme, d'apartheid. Justement, je trouve que vous avez touché un nerf extraordinaire parce que ça prouve qu'il y a des États racistes par leur définition. Et ce qui nous emmène à notre réponse, nous ne sommes pas un pays raciste, nous sommes un pays qui souffre peut-être de racisme enfoui, un racisme dû à un endoctrinement, un racisme dû à beaucoup de plusieurs siècles de non-dits, de non-aide aux personnes réprimées qui souffrent du racisme. Je suis désolé, je vous ai interrompu, mais je pensais qu'il était important de faire cette petite parenthèse pour situer les personnes qui nous rejoignent dans ce live. Et je vous remercie encore. S'il vous plaît, continuez. La parole est à vous, Madame Xos. C'est-à-dire que nous ne sommes pas un pays officiellement raciste, bien au contraire. Nous sommes très très loin. Il n'y a pas de racisme officiel, c'est ça. On est tout à fait d'accord.
Oui, c'est plus dans les comportements et il ne faut pas généraliser non plus. Hein, on n'a pas à généraliser. Ce n'est pas toute la population, les 34 millions de Marocains qui sont racistes, quoique même si des fois il y a des paroles ou des termes ou des expressions qui ressortent sans que la personne fasse obligatoirement le lien entre ce qu'elle dit et le racisme. Donc, on vit un racisme peut-être implicite. Et ce que je voulais dire, c'est que on remarque donc une sorte, par exemple, je dirais pas vraiment de racisme, une sorte de rejet, par exemple, dans le langage et les comportements. Je vais vous donner quelques exemples. Nous avons eu la vague des réfugiés syriens au Maroc. Oui. On a remarqué qu'il y a une très grande solidarité de la population. Je me suis posé la question, j'ai un petit peu travaillé sur la question, et finalement, ce n'est pas un rejet vraiment, parce qu'on a décidé qu'on est raciste et qu'on ne veut pas les Noirs subsahariens. Mais vous savez, l'être humain cherche toujours les affinités pour ne pas être angoissé, ne pas avoir l'angoisse, la peur qui provient de la différence chez l'autre. Et donc, les Syriens, c'est des Blancs, mais surtout, c'est des musulmans. Dans les carrefours, on a vu mendier les femmes et les enfants. Donc, c'est un petit peu déjà émouvant. Ils parlent l'arabe. Et finalement, nous n'avons pas de grande différence entre eux. La perception qu'ont eu beaucoup de Marocains vis-à-vis des subsahariens, c'est que c'est surtout des hommes, beaucoup de jeunes dans les quartiers, dans les carrefours qui mendient. Ils ne parlent pas l'arabe. Ils sont considérés tous comme non musulmans, même si beaucoup d'entre eux sont musulmans. Bon, la question n'est pas là. Oui, pardon? Justement, beaucoup d'entre eux le sont, Madame Xous. Oui, oui, justement. Mais bon, je veux dire, les gens ne font pas toujours cette distinction. Et combien même ils ne le seraient pas. On n'a pas à les juger pour leur foi, justement. Ils ont des comportements différents. Ils sont beaucoup plus à l'aise dans leur corps. Ils parlent à voix haute. Déjà, nous, en tant que Méditerranéens, on est exubérants, on est bruyants. Eux le sont encore plus que nous. Et donc, voilà, c'est ce refus un petit peu de cette différence qui a fait que, effectivement, le langage pouvait être un petit peu acerbe. Et je disais tout à l'heure que dans notre langage, on ne fait pas toujours de lien entre l'impact raciste, entre la blessure que l'on va faire à l'autre en prononçant des mots qui blessent, on les prononce comme ça parce qu'on les entend depuis des années, des années. C'est de l'automatisme. Par exemple, le fait qu'on appelle une personne Azé ou la Zia. On veut plaisanter avec un noir ou un brun, on va lui dire, ah oui, Azé, la Bessalik, tu vas bien. Le nègre, c'est pas vraiment considéré comme, je veux dire, c'est tellement courant qu'on fait pas le lien. Draoui, quand vous avez un ami qui est noir, dans les meilleurs des cas, vous allez lui dire Louyen. Moi, je vois à la fac, par exemple, j'entends un étudiant dire, Madame Rassil Louyen, je suis offusquée, mais il faut expliquer. Il y a des expressions qui blessent, qu'on peut utiliser sans faire le lien avec le racisme. Par exemple, il y a un adage qui dit le hor bil ghamza, encore une fois, le hor, le pur, ou l'abd bil dibza, le pur, le blanc. Il comprend juste avec des signes, mais le nègre, il faut le tabasser pour qu'il comprenne. Vous voyez, on dit par exemple Amr Draoui ou le Draouia Metfra. Vous voyez, que le fils de la négresse ne fera jamais rien de valable. C'est des choses qui se disent. Je veux dire que on se rend même pas compte que c'est blessant. Et le problème, c'est que même si les parents ne prêtent pas attention, il faut vraiment une campagne de sensibilisation pour ça. L'école aussi, les enfants, les adolescents usent de termes discriminatoires et souvent, très souvent, ça je dis très souvent, en pesant bien mes mots, les enseignants cautionnent, provoquent cette discrimination verbale ou permettent justement aux élèves de dire Azé, Adraoui, etc., sans corriger les élèves. Aujourd'hui encore, on peut entendre, mais bon, c'est rare, des personnes dire Léhoudi Hachek, le juif sauf ton respect, hein, par exemple. Voilà. Je veux dire, c'est une réminiscence d'un temps lointain qui continue à être utilisé, encore une fois, sans vraiment qu'on fasse le lien avec son impact sur l'autre et sans qu'on se rende compte que c'est discriminatoire. Bon, maintenant, on peut parler des moyens de lutte, etc. Je pense que je vais céder la parole pour que Madame Loisani ait le temps de nous entretenir. Merci beaucoup, Madame Xous. Je vous en prie. Nous avons traversé latéralement la partie linguistique de notre héritage raciste. Comment est-ce que nous comportons face au racisme? Oui. Parfois, nous sommes inconscients. Parfois, nous le faisons
intentionnellement pour blesser, mais nous sommes une société qui généralement a des racines historiques avec le racisme, mais aujourd'hui, elle l'est moins, alhamdoulilah, mais cet héritage-là est encore présent verbalement. Madame Ouazani, vous êtes activiste, comme on l'a dit au début de ce live, vous êtes quelqu'un de terrain, vous passez beaucoup de temps sur le terrain, vous traitez beaucoup de dossiers de migrants, surtout subsahariens, qui sont bloqués au Maroc, qui sont venus au Maroc peut-être pour faire un passage vers l'Europe, qui sont trouvés bloqués ici. Comment est-ce que ces personnes-là vivent leur présence au Maroc? Est-ce que le racisme est un surpoids qu'ils doivent supporter pendant tout leur séjour au Maroc? Oui, bien sûr, c'est un poids vraiment très négatif qu'ils accompagnent pendant leur séjour ici au Maroc. Et bien sûr, ça engendre plusieurs manifestations psychologiques et psychothérapeutiques qui nécessitent une prise en charge très importante. Mais normalement, si je reviens aussi à la question, c'est-à-dire, est-ce que tous les Marocains sont des racistes ou la genèse du racisme dans notre société? D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas des racistes, on le devient. D'accord. Et les comportements racistes ne sont pas inscrits dans les gènes, mais résultent d'une construction culturelle et cognitive et développementale qui façonne et structure les individus. D'accord. Peut-être si je réponds à la question comment devient-on raciste, Oui, peut-être s'il vous plaît. plusieurs Marocains vont, c'est-à-dire se retrouver dans ce schéma ou dans ce processus. Alors, psychologiquement, on ne peut pas évoluer dans un monde social où on traite un individu comme un individu. Les relations intergroupes reposent sur un mécanisme cognitif simple, créer des catégories. D'accord ? Et le problème se pose quand on commence à faire des différences, c'est-à-dire on commence à catégoriser. Et la catégorie, c'est la boîte qui, dans notre structure mentale, correspond à un groupe. Les Noirs, les Blancs, les Juifs, les Arabes, les LGBT. Donc, cette catégorisation ne fait percevoir que l'autre est fondamentalement différent, ce qui justifie d'utiliser notre pouvoir pour le traiter différemment. Alors, on distingue trois niveaux explicatifs du racisme. Il y a l'aspect cognitif, l'aspect émotionnel et l'aspect comportemental. Alors, l'aspect cognitif, ce sont nos stéréotypes, nos croyances. Et c'est l'ensemble des informations que nous enregistrons depuis la naissance et qui portent des différentes caractéristiques, que ce soit caractéristiques religieuses, culturelles. Et ces informations sont transmises par l'apprentissage, par l'imitation, par l'éducation consciente, par la pression sociale, par les médias, par le langage verbal et non verbal. Et c'est-à-dire ces croyances peuvent engendrer des attitudes affectives, des émotions, ce qu'on appelle les préjugés. Vous aimez ce groupe, vous n'aimez pas ce groupe. D'accord? Alors, cette attitude affective peut mener finalement à la discrimination. Je pose un acte, un jugement moral ou un comportement discriminatoire vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un groupe. Et ce comportement va se traduire par les différents types de violences. La violence verbale qu'on peut la constater dans le discours,
la violence psychologique, la violence physique. Parce que, c'est-à-dire, je reçois plusieurs personnes, c'est-à-dire les personnes en situation de migration, qui sont, c'est-à-dire, victimes d'agressions physiques, de viols ici au Maroc. C'est-à-dire, ils sont vraiment des personnes qui souffrent de différents types de violences qui sont liées à certains comportements discriminatoires. Alors, je passe à un sujet très important, c'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir des émotions négatives, d'accord, vis-à-vis d'un groupe et ne jamais passer à l'acte. C'est-à-dire, vous n'allez pas poser un comportement discriminatoire. Et cela dépend des normes de votre société. Alors, même si vous éprouvez des croyances et des émotions négatives, à partir du moment que tout le monde dans votre entourage dit que la diversité est une richesse, la tolérance, le respect de la différence, vous n'allez pas exprimer votre racisme ou votre comportement discriminatoire verbalement. Alors, vous allez les exprimer autrement, dans le non-verbal, dans les lapsus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut parler du racisme inconscient, qui se traduit dans le langage non-verbal. Voilà. Justement, une petite question qui, je sais pas, Madame Ozani, je crois que vous avez terminé. Oui. Oui, d'accord. Alors, pour revenir de vos interventions, à vous écouter, j'étais en train de prendre note et j'ai développé mes propres questions et parfois je réfléchissais moi-même à mes comportements. Et si vous le permettez, dans le cas d'un ami, alors moi j'ai un ami, et pour le taquiner parfois, allô, téléphone, je l'appelle, je dis allô, Zila Basalik. Mais ça me dérange que quelqu'un vienne l'insulter ou le traiter de façon raciste. Est-ce que cela peut s'inscrire dans une expression d'affinité, de la taquinerie, ou c'est aussi un racisme inconscient que nous ne cessons de propager autour de nous, peut-être de bonne foi, mais ça le reste quand même un racisme. Je ne sais pas si... Oui, allez-y. Non, vas-y, madame. Madame Merci. Écoutez, je ne sais pas si vous étiez noir, si vous accepteriez qu'on rit avec vous et qu'on vous dise Azizé. En tout cas, moi, je n'aimerais pas qu'on m'appelle la blanche. OK? Pour moi, je prendrais ça comme un manque de respect vis-à-vis de moi, comme une violence verbale. Vous savez, il y a ce que moi j'appelle dans mes écrits des mots explosifs. Ça, c'est un terme que j'ai inventé. Le mot explosif, c'est celui qui touche négativement les émotions. Et on en utilise pas mal inconsciemment dans notre culture. Et là aussi, le système éducatif n'encadre pas les enfants pour les rendre plus tolérants, moins blessants. Ce que je veux dire par là, à travers le monde, nous savons que les enfants peuvent être, dans le cadre par exemple d'une cour d'école, etc., les enfants peuvent être très méchants entre eux. Et par exemple, au Maroc, je remarque ceci, il y a dans d'autres cultures, mais là, nous sommes en train de parler de notre pays. Quand une personne est grosse, je dois te poser, la grosse patate. Quand elle est maigre, urège. Bon, je ne sais pas comment traduire urège en français. Par exemple. Voilà. Quand elle a des cheveux frisés, je l'ai dit tout à l'heure, Jix, l'mchakek, etc., etc. Quand une personne boite, on va l'appeler l'arj. Vous vous rendez compte? Un enfant qui boite à l'école, tout le monde, ouais, l'arj. Et puis après, c'est simple, par sympathie, une petite tape sur l'épaule. Allez, la baisse, allez, l'arj. Voilà. Quelqu'un, vous savez, qui porte des lunettes, on va se moquer de lui, on l'appellera l'awar, par exemple. Moi, j'ai porté des lunettes à 9 ans. Attendez, je ne suis pas traumatisée du tout. C'est pas ça qui m'a empêché de m'épanouir, mais on m'appelait l'aura, parce que je portais des lunettes, ou parfois le moucha l'aura. J'ai mis longtemps pour comprendre pourquoi on me disait le moucha l'aura. Et voilà,
je veux dire par là que inconsciemment, on peut blesser. Et ça, c'est le rôle des parents, d'apprendre à leurs enfants à ne pas utiliser des mots qui blessent, pour ne pas blesser la dignité des autres. Parce que c'est ça, nous sommes en train de parler d'une idéologie qui est le racisme, de comportement, d'expression verbale, etc., qui blesse la dignité de l'être humain et qui peut le marginaliser et qui peut jusqu'à le traumatiser et à vie. Et on a eu des enfants qui se sont repliés sur eux-mêmes. Par exemple, il y a eu un moment, bon, le rejet, il faut le dire, là, on est réunis pour se parler franchement. Par exemple, dans les grandes villes, notamment Casa, le rejet d'El Shelh, par exemple, et vous avez des enfants d'El Shlouh, ouais, je reçois un message, des enfants d'El Shlouh qui étaient mal au point, ouais, Derbouz, ouais, etc. Et voilà, sans se rendre compte, quand les parents sont là pour corriger les enfants, et quand le système scolaire est là pour expliquer ce que c'est que le racisme, les répercussions du racisme, leur apprendre l'empathie, c'est-à-dire ne pas blesser l'autre. Moi, je ne veux pas qu'on me blesse. Je n'ai pas à vous blesser. Vous voyez? Et donc, Justement. voilà, tout ça, bon, quand on est dans l'empathie, et puis surtout rester, comment dirais-je, très, j'ai perdu le mot, alerte, voilà, rester alerte, de manière à ne pas blesser soi-même et entretenir le racisme et corriger les gens également. C'est le rôle des parents, c'est le rôle du système éducatif, etc. C'est le rôle de cette rencontre aussi qui rentre dans le cadre d'une sensibilisation. Exactement, Madame Kssous. Nous avons une déconnexion Oui, j'ai vu. Madame Zeli. J'espère que ça va se régler rapidement, qu'elle va nous rejoindre. Pour continuer, Madame Kssous, j'ai aussi relevé, non seulement qu'on parle d'un racisme linguistique, mais aussi un racisme d'habitude et de comportement qui sont intrinsèques, qui nous collent à la peau dans notre culture notamment. Il y a des blagues, on va dire, on ne peut pas imaginer Moulzria et Meikouchkel, par exemple. Là, c'est des préjugés qui nous collent à la peau. Comment, d'après vous, on peut analyser ça et le détruire? Je crois que c'est une glace à briser et à détruire. Comment est-ce que vous pensez la chose? Vous savez, les préjugés existent dans toutes les sociétés du monde. Regardez en France, comment se paye la tête des Bretons, par exemple. Regardez les conflits entre Wallons et en Belgique, par exemple. Et ça existe partout dans le monde. Je ne pense pas qu'il y ait un pays dans le monde où il n'y ait pas ces diversités. En fait, l'être humain a besoin, pour son équilibre, a besoin de se sentir allié à un groupe donné. C'est un sentiment très fort d'appartenance qui sécurise l'être humain. Et donc, c'est pour ça qu'on va s'identifier à telle région du Maroc. Vous avez vu, NS, on ne se connaît pas. On s'est branché avant que ce soit diffusion publique. Et je ne sais pas pourquoi vous m'avez dit que je suis un pur Casablancais et on est parti. Hein? Bon, oui, moi aussi je suis casablancaise, vous êtes d'où, non, etc. Mais on a vraiment besoin, et je pense qu'on a éprouvé un petit peu de sympathie parce que justement, on cherche toujours des liens, des affinités, parce que l'autre nous inquiète, l'autre nous angoisse, l'autre nous fait peur. Et pour briser la glace avec l'autre, pour se sentir en sécurité avec l'autre, on est obligé de chercher des affinités. Disons que le Maroc vient de sortir d'un système tribal, quoique je pense qu'on y est encore. On y est encore. Voilà. Et on a besoin, ça se fait dès qu'on se rencontre, Tamnine, quelle est ton origine? Je l'ai entendu dans tous les pays du monde, mais au Maroc, c'est encore très fort, surtout pour une population qui a connu, oh, je n'y suis plus, et voilà, qui a connu une exode rurale récente et très importante. On est à Casablanca, mais la majorité des Casablancais ne sont pas là depuis plusieurs générations, contrairement à vous et à moi, ça c'est pour la frime. Voilà, donc on a toujours besoin de chercher d'où vient l'autre, est-ce que je me rapproche de lui? Finalement, tout ça, c'est pour se sécuriser. Est-ce que vous me recevez? Bien sûr, Madame. Je ne vous vois plus. Je vous écoute, mais vous étiez à l'écran. Je ne voyais plus. Et vous me dites, la question, c'est comment ces préjugés, comment lutter contre ces préjugés. Oui. Écoutez, le fait, par exemple, qu'on se dise que les vendeurs de pépites sont tous sahraouis, donc par conséquent, ils sont noirs, parce qu'on fait là aussi un amalgame. Et tous les sahraouis ne sont pas blancs ou noirs. Hein, ils sont blancs, ils sont noirs, ils sont métissés, etc.
c'est des préjugés, mais qui ne portent pas atteinte à la personne. Vous voyez, ils sont là. Peut-être que lorsque l'exode rural se sera atténué et que les populations seront peut-être plus citadines, on cherchera moins l'origine du grand-père et de la grand-mère, d'où elle est venue. Ça ne me dérange pas. Ce qui me dérange beaucoup plus, c'est le fait d'être discriminatoire vis-à-vis d'une personne parce qu'elle appartient à une région. Certaine... Exactement. Voilà. J'aime bien en fait, cette pensée entonnoir que vous nous posez. Je l'aime bien parce qu'elle nous renvoie à cette question: pourquoi certaines personnes se croient meilleures que d'autres, plus intéressantes que d'autres. Oui. Si on prend l'exemple nazi, cette suprématie aryenne de la race blanche, ou quand on peut simplifier la chose et la calquer sur l'exemple marocain, notamment le dont vous avez parlé tout à l'heure, pardon, le harb al-ghamza ou l'abd al-dibza, le harb, à savoir le blanc, entre autres, ouais. on lui colle l'intellect, la réflexion, l'intelligence, parce qu'il réfléchit pas, il comprend al-ghamza, un clin d'œil, et l'abd al-dibza parce que lui, il a besoin qu'on tabasse, il a besoin qu'on le recadre, il a besoin qu'on le corrige pour qu'il ouais. puisse réussir les tâches. Comment est-ce que, ou peut-être pourquoi on se permet encore de croire qu'une certaine origine ethnique, raciale, qu'une certaine couleur de peau, qu'une certaine langue, qu'une certaine appartenance religieuse nous donne raison d'être meilleurs que d'autres, bien que religieusement, c'est faux, religieusement, c'est clair. Par exemple, si je prends le verset coranique qui dit la farqa baynakum illa bittaqwa, tout court, savoir vous êtes tous les mêmes, et pour moi, savoir Dieu, je vais vous classer par rapport à votre foi, mais ça n'engage que le croyant et le divin. Oui. Pourquoi cette interférence humaine dans la vie d'autres humains et cette discrimination, hormis bien sûr les raisons économiques dont vous nous avez parlé au début de ce live? Ben, écoutez, l'être humain est à la base un animal. Hein. Je suis désolée, mais nous avons un instinct animal. Et les animaux ont besoin de dominer. Et malheureusement, c'est la loi de la jungle. Hein. Soit on domine, soit on est dominé. Pendant longtemps, ça a été comme ça. Aujourd'hui, la démocratie, justement, tend justement à supprimer cette injustice vis-à-vis d'une communauté, d'un groupe, d'une région, d'un pays, etc. Et je dirais, justement, vous avez dit en dehors de ce qui est économique, justement, ce qui est économique a contribué à cet ordre entre guillemets. Nous parlons ici d'être humain qui assujettit un autre être humain. Et l'esclavage, c'était ça. L'esclavage, c'était ça. Je te suis supérieur, je t'achète ou je te vole, tu vas travailler pour moi sans aucune condition humaine, hein, sans aucune condition humaine, mais vraiment avec des conditions. J'ai donné tout à l'heure l'exemple de la Belgique au niveau du Congo, où des milliers de personnes ont été amputées de la main. Vous imaginez ce que c'est parce qu'ils se révoltaient. Quand on imagine toute cette population noire qui a été déplacée à travers les pays subsahariens vers la France, la Hollande, l'Angleterre, la Belgique, pardon, pour aller vers les États-Unis et qui aujourd'hui ont construit. C'est cette main-d'œuvre qui a permis aux États-Unis d'être une puissance, et cette main-d'œuvre qui a permis à l'Europe, aux pays, notamment la Hollande, c'est réellement la main-d'œuvre. En tout cas, l'Europe, ça a été le commerce triangulaire, les États-Unis, c'était la main-d'œuvre. Donc, on est là, il y a des enjeux économiques énormes, énormes. La colonisation. Donc, pour coloniser, pour être puissant, pour dominer, il faudrait que j'écrase l'autre. Il faut que je l'écrase d'abord dans son humanisme, dans sa propre dignité. Il faudrait que je lui montre que c'est un rien, qu'un chien a plus de valeur que lui. Et c'est ce qu'on voit quand on voit des films aujourd'hui qui sont en relation avec l'esclavage, la colonisation, etc. Je ne peux pas vous dominer un as si je ne vous écrase pas, parce que vous n'allez pas vous laisser écraser par moi. Vous voyez? Et c'est ce qui a fait qu'on a eu effectivement une population noire qui était considérée comme bête, abrutie, et ça a été prouvé scientifiquement. Et je vais vous expliquer le scientifiquement. Aux États-Unis, on soumettait des noirs et des blancs. On est scientifique, on est dans la médecine pure. On les soumettait à des tests de leur QI, de leur quotient intellectuel. Oui. Et
les blancs avaient toujours des notes vraiment supérieures au noir. Et c'est normal parce que le noir est né bête, vous voyez. Or, plus tard, quand on a eu des esprits vifs et empreints de droits de l'homme et de valeurs humaines, ils ont été cherchés pour comprendre pourquoi. Et on s'est rendu compte que toutes les questions qui étaient posées aux Noirs étaient empreintes de la culture du blanc. Or, il y avait un partage net, il y avait une discrimination totale. Alors qu'il y a un fossé entre les deux. Un fossé énorme. Voilà. Et quand vous posez une question noire, par exemple, d'une boisson que lui ne connaît pas, je dis n'importe quoi, scotch, il la connaît pas, lui, il n'arrivait même pas à manger à sa faim. Que vous lui dites, par exemple, de quoi est constitué le scotch, eh bien, le bonhomme est incapable de répondre. Mais pendant plus d'un siècle, on a considéré que la nature ou Dieu a créé le blanc intelligent et l'abd, l'esclave, le noir, le nègre, bête. Et d'un autre côté, quand on voit comment ont vécu ces peuples, ces Noirs, puisqu'on est, le racisme vraiment est parti de là, en tout cas lors de ces 6 derniers siècles, quand on voit comment étaient traités les Noirs, la frayeur, la sous-alimentation, les viols, la violence physique, le mépris, etc., etc., qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient comme épanouissement? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils produisent comme enfants, qu'ils élèvent comme enfants? Vous êtes complètement écrasés, complètement. Vous vivez dans l'insécurité totale, dans la frayeur, dans le massacre, etc. Qu'est-ce que vous voulez donner? Est-ce que vous allez être épanoui? Est-ce que vos enfants vont être épanouis? Et bien sûr, quand vous comparez un blanc de 18 ans avec un noir de 18 ans, eh bien, on dirait qu'effectivement, l'un est plus intelligent que l'autre, alors que ça n'a rien à voir. Et c'est ça, le problème, c'est que l'être humain, par son instinct, cherche toujours à dominer, au niveau individuel, au niveau collectif, au niveau d'un État. Au niveau d'un État, et c'est ce qui a créé les pires des drames à travers les siècles et qui malheureusement continue. L'apartheid, c'était hier. L'apartheid, c'était hier. C'était il y a 30 ans, on va dire ça comme ça. Oui, c'est hier. Et ça continue peut-être dans d'autres pays. Ça continue. Vous avez vu les Noirs, comment ils sont ghettoisés. Vous avez vu dans quel état ils vivent, dans quelle précarité. Mais alors, c'est une honte aujourd'hui au XXIe siècle que l'on voit encore des populations vivre dans cet état de précarité, d'exclusion, de marginalité. Bon, la précarité existe à travers le monde. Oui, on dénonce partout la précarité. Mais quand il y a une ségrégation et que vous voyez dans un même pays une population, à cause de la couleur de sa peau, vivre cette marginalisation, eh bien, vous vous dites c'est injuste au XXIe siècle, alors on est dans l'Occident qui parle des droits de l'homme et comme je l'ai dit, qui nous donne des leçons de démocratie, etc. Certainement, justement sur ce volet de leçons, j'aimerais bien aborder avec vous, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, cette partie du racisme dans les médias, comment nous le captons, comment nous l'observons personnellement, et j'assume ce que je vais avancer. Je ne me rappelle pas voir des animateurs télé, des stars de l'écran marocains de couleur noire. Je suis désolé de dire ça comme ça. Est-ce qu'il y a une ségrégation? Est-ce qu'il y a un racisme? Je ne sais pas, je n'ai aucune preuve de ça. Mais nonobstant, je n'ai aucune preuve du contraire non plus. Oui, j'ai dit tout à l'heure que les canons de la beauté sont imposés par l'Occident. Jusque-là, Barbie, etc., elle n'est pas marocaine, elle n'est pas africaine ou subsaharienne. OK. Barbie, c'est la référence universelle. C'est universelle, tout à fait. Suivre. Et donc, la référence était ça. Être animatrice au début, comme être hôtesse de l'air, par exemple, il fallait être belle. La qualité principale de la femme dans ces postes et dans bien d'autres, les postes d'accueil, opératrice, hôtesse d'accueil, etc. Il fallait être d'abord la qualité principale que l'on recherchait, c'était la beauté et toujours selon des normes, des normes, des canons de la beauté très précis. Maintenant, il s'est trouvé que la belle personne devait être blanche, plus ou moins, des beaux yeux, une belle chevelure, etc. Et au début, c'était comme ça. Bon, des voix se sont élevées. Des voix se sont élevées à travers le monde, dans certains pays qui ont pris conscience de la répercussion et puis surtout de la lecture. C'est une lecture de ces symboles. Au Maroc, je ne vois pas une présentatrice noire. Ce sont des symboles que l'on peut lire ou pas.
Et quand il y a eu cette prise de conscience, en tout cas au Maroc, je n'en ai jamais entendu parler, notamment en France, il y a à peu près 2 ans, où il y a des voix qui ont commencé à dénoncer le fait que l'on ne voit pas de noir à l'écran. Maintenant, je ne pense pas, en France en tout cas, on en voit depuis Aux 2 ans à États-Unis, peu près. beaucoup. Oui. Aux États-Unis, je crois qu'ils ont dépassé ce petit point-là depuis Oui. très très longtemps. Exact, exact. Enfin, oui, par rapport à ça, Par disons, rapport à ce pas par point-là. rapport au Non, racisme non, déclaré. par Oui, oui, rapport à un visage à l'écran. média. Parce Voilà. qu'il y a eu il y a d'associations qui ont dénoncé justement le racisme, qui ont dénoncé l'absence de cette population au niveau des médias. C'est un travail, on n'obtient rien en restant les bras croisés. C'est du travail, c'est du militantisme. Et voilà, je veux dire qu'on n'obtient rien comme ça en restant les bras croisés. Et donc, au Maroc, je ne pense pas, je ne pense pas du tout que si une présentatrice noire se présente dans un entretien d'embauche, je ne pense pas qu'on va la refuser parce qu'elle est noire. Est-ce qu'on va favoriser les blanches? Je ne pense pas, sincèrement. Je ne pense pas, mais en tout cas, vous avez raison, je ne pense pas avoir vu une présentatrice noire. Il va falloir poser la question à 2M peut-être, eux auront la réponse. Moi, je ne l'ai pas, mais sincèrement, je ne pense pas du tout qu'on va refuser une personne parce qu'elle est de peau foncée. Il y a pas mal de métis. Quand je dis les métis, c'est qu'on n'est pas vraiment blanche. De toute manière, tous les Marocains presque sont Nous sommes métissés. tous métis, oui. Oui, oui. Juste à titre d'information, la caméra, elle est raciste. La caméra en tant qu'outil. En effet, au moment de sa création, et avec tout le développement chronologique, enfin technologique, pardon, pendant, peut-être jusqu'aux années 60, on tournait en noir et blanc. Et la caméra était faite pour absorber les lumières et montrer les blancs. C'est-à-dire qu'on ne considérait pas un personnage noir à l'écran, et même s'il y était, on n'a pas besoin de le montrer de toute façon, ce n'est qu'un noir. Oui. Peut-être qu'après, avec la technologie Technicolor, on a commencé à voir la couleur, et là, ça a commencé à évoluer un petit peu. Juste à titre informatif, la caméra, l'outil, est par définition raciste, malheureusement. Oui, enfin, oui, vous pouvez dire la chose comme ça si vous voulez. C'est une lecture. Justement, ça ne reste qu'une lecture. Et Madame Dissous, quand on parlait de l'endoctrinement des populations qui subissent le racisme, j'ai eu l'occasion de voyager en Afrique subsaharienne plusieurs fois. J'étais au Nigeria, j'étais au Ghana, j'étais au Mali. Et l'une des tendances, et vous en avez parlé, c'était le blanchissement de la peau. Ah, c'était bien femmes... blanchissement et non blanchiment. Je crois qu'on va rester sur blanchissement. Je cherchais le mot tout à l'heure. Je crois que c'est blanchissement. Je reste pour votre thèse. Beaucoup de femmes appliquent des crèmes hyper chères, mais beaucoup chères, des perruques avec des chevelures lisses. Nous sommes en Afrique, nous avons nos habitudes alimentaires, et nous avons tous, hommes ou femmes, nous avons nos rondeurs. C'est notre culture. En fait, c'est un résultat de notre culture. Mais la tendance aussi en Afrique subsaharienne depuis quelques années, c'est que les femmes cherchent à s'identifier de plus en plus à cette Barbie qui est là depuis plus de 60 ans. Est-ce que un jour, une émancipation culturelle aura lieu et que on va dire non, on en a marre? Oui. Ben, écoutez, c'est le dictat de la mode, n'est-ce pas? C'est le dictat de la mode. Et il y a une sorte d'universalisme qui impose un modèle. Et en dehors de ce modèle, vous n'êtes plus respecté. Avant, ça continue à exister un petit peu, mais avant, on était dans des grandes différences culturelles selon les régions, selon les zones, etc. Et on pouvait, par exemple, au Maroc, je prends l'exemple de mon pays, puisque je suis marocaine, avant, on pouvait déterminer l'identité, l'appartenance locale, régionale d'une femme, par exemple, ou d'un homme à partir de son habit, de, par exemple, sa coiffure. Hein. Oui. C'est-à-dire que l'habit était une pièce d'identité. Hein. Là, on est en train de tendre de plus en plus vers un universalisme et il se trouve que, comme je l'ai dit au début, c'est l'Occident qui domine en ce moment et qui dicte. Quoique nous sommes en train d'assister
quand même à un mixage au niveau des influences. On voit par exemple des grands couturiers, ne serait-ce que Yves Saint Laurent qui s'inspirait du Maroc, etc. Il y a une sorte de brassage, l'art culinaire marocain qui impacte d'autres arts culinaires, notamment le français, etc. D'un côté, on est en train d'aller vers un universalisme et malheureusement, dans cet universalisme, c'est l'Occident qui domine en ce moment. Et donc, on a toujours besoin de se sentir appartenir à cette référence qui est celle de l'Occident. Sinon, on se sent marginalisé. Hein, on est moderne ou on ne l'est pas. Bildi ou la asri. Vous voyez un petit peu le clivage. Bildi ou la asri. Ou tu es moderne ou tu es traditionnel. Oui. Est-ce que cet universalisme-là encourage le racisme, encore une fois? Est-ce que l'universalisme n'est pas peut-être un élément moteur qui alimente le racisme envers les gens qui ne s'identifient pas à ces codes d'endoctrinement? Le rejet, peut-être, oui, c'est fort possible. Quand on ne s'identifie pas, on peut se sentir marginalisé, écarté, et ce, même par les personnes de votre propre communauté. Oui. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous devez vraiment vous identifier. Aujourd'hui, on s'identifie non seulement à une tenue, etc., un modèle, des canons de la beauté, mais également à des outils de technologie. Vous avez les populations d'iPhone, vous avez les population des tablettes, ceci, population de telle, etc. Aujourd'hui, on s'identifie également à des outils de technologie. Et donc, ce qui est regrettable, c'est ça, qu'on a considéré pendant longtemps que les Noirs n'appartenaient pas à cette communauté bien née, cette communauté moderne, etc. La race des sauvages, il ne faut pas oublier, y compris les Arabes, mais bon, ça, on ne va pas s'étaler là-dessus par rapport aux Occidentaux, bien sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que beaucoup de femmes et beaucoup d'hommes ont voulu et souhaitent se rapprocher du modèle occidental. Et c'est ce qui fait que de plus en plus, on remarque des produits cosmétiques qui proposent des gammes pour blanchir, par exemple, la peau. Quoique j'ai entendu, je ne sais pas si je peux dire, parler d'une marque, on a le droit, il n'y a pas de problème. Parler d'une marque. Je ne crois pas qu'on subit la ici. Voilà. J'ai vu par exemple L'Oréal tout récemment, il me semble que ça fait moins d'une semaine, qui ont décidé donc d'enlever le mot blanchir la peau. D'accord. Vous voyez, dans les produits, dans la pub, parce que effectivement, tout ce qui est campagne de com, tout ce qui est publicité ont contribué à sublimer le corps Barbie, la blancheur, les cheveux raides. Et quand on voit tout ce que les femmes font, tout ce qui est comme produit, tout ce qui existe comme pratique pour rendre les cheveux raides, pour sortir de ces cheveux bouclés, frisés, ébouriffés, qui correspondent pas aux normes. Voilà, c'est ce qui explique le fait que il y ait cette tendance chez les personnes de peau noire de se rapprocher de ce modèle de beauté occidentale, quoique aujourd'hui, il y a véritablement il y a des écrits qui dénoncent cet état, il y a énormément je dirais, d'associations qui s'activent, notamment aux États-Unis chez la population de couleur et en Afrique, que ce soit en tout cas subsaharienne. Il y a des coiffures que l'on exhibe souvent avec fierté. La tenue traditionnelle a été retravaillée pour qu'elle soit plus pratique. Tout ce qui est tenue subsaharienne aujourd'hui, il y a des défilés. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se rend compte qu'après s'être éloigné de ce qui faisait son identité, en tout cas les populations subsahariennes noires commencent à afficher leurs différences, leur identité avec beaucoup plus de fierté. Et comme je l'ai dit, il y a des voix qui s'élèvent, qui dénoncent justement le diktat de la mode de l'occidental, de l'homme blanc. En fait, c'est ça. Blanc. Madame Sous, vous avez parlé d'un rejet et parfois d'un racisme qui peut toucher des gens de leur propre même communauté. Un constat qu'on voit dans le cinéma mondial, les films qui se passent aux États-Unis, quand on a des amis noirs, il est tout à fait normal qu'entre eux ils se disent mon nègre, mon noir, mon nègre, c'est une façon de dire mon frère, tout simplement, ou quelqu'un qui appartient à ma propre communauté, mais qui ne l'accepte pas que quelqu'un d'autre, en dehors de cette petite zone de confort, le lui dise. Est-ce que c'est pas un racisme inconscient aussi, ici? Ou c'est peut-être un bouclier? Est-ce que ce n'est pas un bouclier, peut-être?
Moi, je pense que c'est toujours la recherche d'une appartenance. Tu es noir, tu es comme moi, nous ne sommes pas ennemis. Maintenant, il y a une mémoire. N'oubliez pas que la mémoire, est-ce que l'héritage génétique existe ou pas? Mais il y a quand même une mémoire, ne serait-ce qu'à travers les récits des grands-parents, des parents, qui racontent et qui conditionnent les jeunes et qui leur racontent leur souffrance, la souffrance des aïeuls, la souffrance des ancêtres, l'esclavage, comment les familles ont été disloquées, comment toute cette description, soit elle vient du verbal, des récits comptés dans la famille, soit dans les films aussi parfois, parce que vous savez, je vous apprends rien, il y a eu beaucoup de films qui ont décrit cette partie triste de l'histoire de l'humanité. Et donc, voilà, il y a cette haine, même si ces Noirs aujourd'hui ne subissent pas cette injustice, cette violence, ce massacre, puisqu'on peut parler de massacre, eh bien, il en reste quelque chose, vous voyez. Et donc, ils ont besoin de se défendre. C'est une carapace. Nous sommes les Noirs, nous avons le droit de nous appeler Noirs, mais si un Blanc dit au Noir, vous savez, les mots ne sont pas innocents. Les mots ne sont pas innocents. Si un Noir dit un Blanc dit au Noir, t'es un Noir ou t'es un nègre, eh bien, ça ressort tout cet acquis. Tout un héritage, toute une histoire. Voilà, tout à fait, tout à fait. Qui est compté, mais compté dans la douleur par les anciens. Et donc, ça me semble tout à fait normal. C'est une blessure qui n'est pas encore cicatrisée. Elle est encore là. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement aux États-Unis, en Angleterre, par exemple, prouve que la cicatrice est encore là. Et le fait de s'attaquer pour les manifestants à des symboles, comme on a vu, de l'esclavage, de la négritude, c'est quand même prouve que ce sont des jeunes qui n'ont pas vécu l'esclavage, mais qui continuent quand même à ressentir ce que leurs ancêtres ont ressenti pendant leur massacre. Ça se passe aussi en France, on a vu dernièrement, notamment avec des cas de violences policières aussi en France, notamment l'affaire Traoré. On a vu ça aussi, une certaine violence collective, une haine raciale envers la communauté maghrébine en France ou la communauté subsaharienne en France, bien que ces deux communautés sont peut-être devenues beaucoup plus français qu'africains sur un plan culturel et identitaire. Est-ce que le Maroc risque un jour de vivre la même chose ou nous avons un avantage, c'est que nous vivons en communauté métissée depuis beaucoup trop longtemps que l'Europe et les États-Unis? Vous allez m'excuser 2 secondes, j'ai fermé mes fenêtres parce qu'il y avait du bruit. Là, je chauffe, je vais les ouvrir. Je vous en prie. On va vous faire une pause, à vous aussi. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, nous sommes en discussion autour du racisme au Maroc et la thématique qu'on a choisie, c'était les racistes anonymes et le racisme qui sommeille en nous. Nous avons commencé cette petite discussion avec Dr Soumaïane Mengstous, Dr Zineb Zeni. Nous avions attendu Monsieur Professeur Mohsen Benzakour pour qu'il nous rejoigne, mais malheureusement, il n'a pas pu et nous avons perdu la connexion avec Dr Ouazani. Avec nous, Madame Mengstous, qui va nous répondre peut-être sur l'avenir du racisme au Maroc. Comment vous percevez? Et je suis restée seule, voilà. Vous êtes en train de me cuisiner seule, alors qu'on était censé être 3. Mais bon, c'est agréable. Est-ce que ce racisme va… Je ne pense pas qu'on arriverait à cet état. Je ne le souhaite pas du tout. Et je suis très confiante dans ma population. Dans les jeunes aussi, je ne le pense pas du tout, du tout. Aujourd'hui, les jeunes sont connectés. Vous savez, la majorité écrasante des Marocains, écrasante, à moins de 40 ans, c'est une population connectée. C'est une population qui s'identifie à la culture marocaine. Elle a ses racines profondément ancrées. Et ça, c'est quelque chose que j'admire chez nous autres Marocains. Des racines profondément ancrées dans la culture marocaine, mais avec une adaptation, une réceptivité également de tout ce qui vient de l'étranger. Et à l'ère d'Internet, c'est pas l'identité qui va être en danger, mais c'est une ouverture. C'est une ouverture vers le monde. Et quand on s'ouvre, vous savez, c'est le conservatisme, c'est le fait de rester enfermé, c'est sur soi, dans une société, dans une communauté, qui crée ce rejet de l'autre, parce qu'on s'identifie toujours à soi, on s'identifie toujours à sa propre culture, etc. Mais là, on est quand même dans l'ère d'Internet où l'être humain, le Marocain et la Marocaine sont en train de s'informer sur ce qui se passe à travers le monde.
Ouais, il y a un bruit de fond. Chez moi, Oui, non, chez moi, non, non. il y a un bruit de fond. Je crois que nous avons. C'est pas grave. Je crois que nous avons un petit. Ça va là? Oui, Vous m'entendez bien? non, oui, ça s'est Parfait. arrêté. Parfait. Donc, je disais que ces jeunes qui sont de plus en plus ouverts, même, vous savez, un très grand nombre de Marocains, la majorité écrasante des Marocains, ont un smartphone. On parle de 95% de Marocains âgés de plus de 6 ans, qui sont équipés en smartphone. Même s'ils n'ont pas toujours la connexion, ils l'ont parfois. Et donc, même au niveau du rural, vous voyez, avant, le rural était plus confiné dans le conservatisme parce qu'il était coupé de l'évolution du monde citadin, si vous voulez, urbain. Aujourd'hui, il y a une ouverture. Les chaînes satellitaires et Internet donnent une ouverture à toutes les populations, y compris les plus enclavées ou marginalisées. Et on ne peut pas arriver à cette situation de racisme parce que le racisme n'est pas ancré en nous et nous sommes face à des populations qui de plus en plus sont sensibilisées et qui sont dans l'ouverture et dans l'acceptation de l'autre. Voilà, c'est pour ça que je dis, moi, je suis optimiste. Dans cet optimisme, ce qui me fait plaisir, c'est que vous avez une confiance en notre jeunesse, en notre population. Exactement, complètement, tout à fait. Nous sommes une génération connectée, mais nous ne sommes pas connectés qu'aux bonnes choses. Nous sommes aussi connectés à des canaux destructifs. Notamment, nous avons bien observé ce qui s'est passé depuis 2010, cet exode des fondamentalistes qui sont malheureusement devenus terroristes dans d'autres pays. Est-ce que le racisme ne pourrait pas, malheureusement, je ne l'espère pas, voir des voix qui l'encouragent, voir des actions de haine envers tout ce qui ne leur ressemble pas? Oui, c'est une fracture dans une société, quelle qu'elle soit, tout à fait. C'est une fracture et c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai dit, le fait qu'on inculque aux jeunes, et surtout quand ils viennent à peine aux enfants de 7 ans, je m'intéresse beaucoup à l'enseignement, son impact sur le développement humain, sur l'épanouissement et sur le devenir et du Maroc et des élèves. Quand vous avez un jeune enfant de 7 ans, 8 ans à qui on dit tu es musulman, parce que tu es privilégié, Dieu t'a privilégié en te créant musulman, eh bien déjà on crée cette différence. On crée cette différence chez l'enfant. Et c'est sûr que nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'être divisés. Et le courant ou les courants dont vous êtes en train de parler, les radicaux religieux pour les nommer, effectivement poussent à cette différence. C'est nous les croyants et vous les mécréants. Comme si ces personnes avaient un thermomètre qui permet de mesurer la foi dans le cœur de chaque personne, dans l'âme de chaque personne. Vous voyez, ce sont des gens effectivement, soit d'ailleurs qui créent des différences, parfois au niveau du look. Et là aussi, ça peut créer un rejet dans les deux sens. Tiens, nous avons un invité. Bienvenue. Bonjour tout le monde, je suis désolé pour le retard. Merci déjà pour votre présence. C'est très bien qu'on ait une troisième personne et une deuxième personne à cuisiner, autre que vous, Madame Sousse. Voilà. Donc voilà, je pourrais terminer par rapport, oui, ce sont des courants qui fractionnent la société. Vous savez, tout ce qui permet, tout ce qui arrive à diviser, voilà, chaque mouvement qui va hiérarchiser une population, quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau régional, local, national ou international, est un danger et permet d'alimenter justement le racisme. Aujourd'hui, et surtout cette pandémie, la pandémie nous a appris quelque chose. J'espère qu'on va tirer les leçons. C'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le droit d'être dans le racisme. Nous n'avons plus le droit d'être dans la division. Aujourd'hui, l'intérêt, j'espère qu'on va sortir de cette crise, de cette pandémie, avec une prise de conscience très forte que tout doit se faire au niveau universel. Vous voyez ? Et je vais vous donner une petite anecdote et après je céderai la parole pour monsieur, excusez-moi, j'arrive pas à lire votre nom parce que j'ai. Excusez-moi, monsieur Benzakour, parce que j'ai un témoignage. Enfin, oui, j'avais une question peut-être ou un commentaire. Donc je disais que j'espère que
on va sortir de cette crise en réfléchissant à l'intérêt général, universel. Et je pense à une petite anecdote. Avant, j'entendais les gens, autant qu'à les Marocains, dire Ya Rabbi tafadna ou tafadna oulidatna pendant les prières. Ou tafad al-muslimin jami'an. Je disais toujours, moi, quand j'entendais ça, déjà enfant, je disais, mais allez, les musulmans, tous les gens ont été créés par Dieu. Allez, pourquoi tu vas faire des bonnes prières seulement pour les musulmans? Et ces mêmes personnes, aujourd'hui, beaucoup de personnes, ont pris conscience du fait que si tu dois faire des prières, il aura dit day, parce que day, la pandémie d'abord nous a poussé à ouvrir les yeux sur l'universel, le planétaire, et de dire, il a dit, c'est amusant. يمكن يكونوا كفار اللي هم غادي يجيبوا لنا المرض. Donc, إذا خصني ندعي مع كل شيء. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, déjà, c'est une vision globale, même au niveau, si vous voulez, de cette générosité de faire des prières. On a compris qu'il fallait prier pour toute la planète, parce que si en Chine, ils sont malades, je risque de tomber malade. Voilà. Monsieur Mouzakour, bienvenue. Merci. Pour vous présenter à nos spectateurs, vous êtes psychoanalyste et sociologue aussi. Avec vous, on va essayer d'aborder le racisme sur son volet sociologique au Maroc, les comportements sociologiques. Et j'aimerais bien qu'on l'aborde aussi, bon, et surtout chez les enfants, parce qu'on en a parlé longtemps. Oui. Les manuels scolaires, comment ces manuels scolaires provoquent le racisme chez l'enfant qui a généralement moins de 7 ans ou 7 ans et plus? Parfait. Je vous remercie de m'avoir invité. Je suis ravi d'être parmi des éminents intervenants et je salue toutes les personnes qui participent dans un sujet qui est apparemment pas inaperçu, mais qui crée beaucoup je dirais, d'amalgames et de conflits. Peut-être qu'on les néglige dans notre jargon quotidien, mais quand on parle, comme vous le dites très bien, du manuel scolaire, qu'on parle de l'éducation en général, on a un souci de sous-entendre des choses. Et je voudrais commencer par ça, tout d'abord, pour répondre à votre question. Bien sûr, allez-y. Donc, on peut toujours avoir, comme dirais-je, un discours antiraciste, d'accord? On peut toujours partir de l'ayah Qur'aniya, Inna karramna bani Adam, d'accord? Donc, ça, c'est de l'ordre général. Et donc, tout le monde est dans le contexte de l'égalité, du partage, de l'amour, de l'honneur, de tout ce que vous voulez dans l'aspect humain. Par contre, on est dans le général, il n'y a pas de souci. Mais donc, dès qu'on passe à ce qu'on appelle les manifestations des pratiques quotidiennes, là, notre subconscient, notre inconscient, il est purement discriminatoire. Je m'explique. Je donnerai des phrases toutes simples, hein, et peut-être aussi je vais faire référence au manuel. Donc déjà, on est dans le racisme et ce qu'on appelle la ségrégation sexuelle, parce que le racisme, il a plusieurs formes. Donc déjà, on est en train d'incriminer toute personne qui vient au monde, même si ce n'est pas sa faute, tant qu'il n'est pas dans la légalité religieuse, donc il est déjà désigné, il est déjà dans ce qu'on appelle la signification de la stigmatisation. Donc déjà, il est stigmatisé. Haram, bent, et ainsi de suite. Et on prend dans le cadre de ce que vous appelez les manuels, quand on voit les femmes, comment ils sont considérées, quand on voit le blédard, comment il est considéré, je m'excuse du terme blédard, comment on voit les personnes qui vivent dans les campagnes, déjà, toujours, on est dans la stigmatisation et la discrimination, dans toutes ses formes. Parce que quand on parle de racisme, ce n'est pas uniquement une affaire de couleur, c'est toute une panoplie de, comme j'ai dit tout à l'heure, de comportements quotidiens qui sont plus ou moins irrationnels et malheureusement auxquels on cherche toujours des arguments. On veut justifier. Et c'est à ce moment-là que le subconscient intervient d'une manière directe. Et là, malheureusement, quand on parle de ces aspects-là, il y a les scientifiques qui veulent analyser ça. Et parmi eux, bien sûr, le domaine qui m'intéresse, à savoir la psychologie sociale, il y a des psychologues, des psychosociologues qui ont mené des tests. Et là, je vais citer une seule qui a duré une 30aine d'années et sur la base de laquelle ils ont émis des constats qui sont très significatifs. Alors, ce qu'on appelle l'infra-humain. L'infra-humain, c'est un concept de Jacques-Philippe Leyens qui a beaucoup travaillé sur ce sujet, qui dit les personnes d'un groupe étranger
sont inconsciemment perçus hommes moins humains, enfin, personnes moins humaines, pardon, que celles de son propre groupe. Donc, c'est-à-dire moins intelligentes, moins susceptibles d'éprouver des sentiments complexes, à savoir l'amour, la honte et l'admiration. Donc, puisqu'on parle de cette manière-là, déjà, on est dans la vision sociologique, à savoir comment on considère l'autre. Déjà, on est dans la stigmatisation. Et ainsi de suite. Donc, on est déjà en train de créer une forme de stigmatisation qui est purement raciste. Et à partir du moment où on peut parler de la couleur, on peut parler du sexe, on peut parler de niveau scolaire, on peut parler d'appartenance à telle ou telle famille. Donc, ça part dans tous les sens, justement parce qu'on a tendance, même, il y a pire que ça. Quand on revient à la société, il y a même le corps qui est pris en otage. Obèse, raide, khser, daif, je ne sais quoi. Même les handicapés, on ne les a pas laissés tranquilles. Donc, quelque part, on est en train d'attribuer des discriminations de toute forme qui sont nullement, je dirais, humains, mais plutôt dans l'ordre du racisme. Donc, malheureusement aussi, nos textes qui sont très archaïques au niveau de ce qu'on appelle des manuels scolaires, et je ne sais pas pourquoi on ne veut jamais les mettre à jour, la notion mise à jour. Je ne sais pas quelle mentalité derrière, quel objectif derrière, mais toujours ici, ils sont en train d'ancrer cette stigmatisation, ils sont en train d'ancrer cette sorte de racisme. Et bien sûr, je salue à partir de ce moment votre mission qui est extraordinaire, à savoir Azzi, qui est formidable. Le jargon lui-même, il est significatif dans ce sens. Qu'est-ce qu'on emploie comme mot qui discrimine, qui exclut? Donc, quelque part, ce n'est pas uniquement un aspect sociologique, il est purement psychologique aussi. Et malheureusement, il est aussi culturel, à tel point qu'aujourd'hui, quand deux personnes se rencontrent, Mninta, Mninjeish, Mnblad, donc toujours cette stigmatisation, soit on est là pour se souder, soit on est là pour te juger, pour t'écarter. Et bon, bien sûr, ça ne vient pas par hasard, c'est culturel, malheureusement, et ça se transmet de génération en génération. Il faut dire stop à ça, parce qu'on a la possibilité, et Covid-19 l'a bien démontré, on a la possibilité de penser autrement, de penser la société, de penser l'humain que nous sommes et de créer un autre environnement plus sain, plus humain. Merci beaucoup, M. Zakour. L'une des questions, parce qu'on en parle encore une fois, c'est cet héritage, et l'héritage collectif et social, et surtout beaucoup d'histoires. Oui. Nos histoires, notre histoire, surtout au Maroc, est ancrée par des lignées de régnants. Notamment, si je prends l'exemple de Mansour al-Dahbi, on parle de l'ère de la richesse de l'empire du Maroc. Cet empire-là, on parle de Fath Bilad al-Soudan. Et en fait, c'était ouvrir la route de l'or du Soudan vers le Maroc. Et là, le Maroc a pris peut-être sa place aussi dans un commerce triangulaire pour s'installer comme une puissance mondiale. Est-ce qu'au Maroc, on est prêt peut-être à affronter notre héritage raciste? La question s'adresse à qui? À vous deux. Et allez, on commence par Madame Ksous, honneur aux femmes. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pans de l'histoire du Maroc qu'on n'ose pas affronter. C'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, je vais me répéter, quand je dis à mes étudiants Bac+3, par exemple, quand est-ce que les Juifs sont arrivés au Maroc et qu'ils me disent dans les années 60, avec l'IOT, au début du XXe siècle, etc. Le problème, c'est pas tellement les Juifs ou une autre confession, non. Mais le problème, c'est de se dire comment on peut être dans une université ou ailleurs et ne pas connaître certains événements importants de l'histoire de son pays. Et cette ignorance, justement, elle crée la ségrégation, la discrimination dont on parle et dont on parle depuis tout à l'heure. C'est un aspect qui me dérange énormément. Il y a énormément de zones d'ombre dans l'histoire du Maroc. C'est-à-dire que cette histoire s'est arrêtée à un moment, à une date qui convient à une partie ou une autre, ou à un groupe, ou une communauté, à un courant politique. On n'a pas le temps de détailler la question. En tout cas, l'histoire du Maroc n'est pas écrite de façon objective et elle n'est pas. D'abord, il y a des zones d'ombre
il y a des parties de l'histoire que nous ne connaissons pas, et c'est pas seulement parce que les gens n'écrivaient pas, c'est pas vrai, parce qu'il y a d'autres peuples qui n'écrivaient pas tous, c'est amputé, c'est et des ils ont parties pu. amputées. Alors, voilà, aujourd'hui, quand vous voulez avoir une information sur le Maroc, eh ben, on va chercher les orientalistes, dont les écrits ne sont pas toujours objectifs, mais c'est les seules références que nous avons malheureusement. Allez chercher le 18e, 19e, début 20e siècle, même le 15e, 16e, etc. Il faut aller chercher des occidentaux, et comme je l'ai dit, ils ne sont pas toujours objectifs. Ou souvent, ce sont des personnes qui ne connaissent ni la langue, ni la culture, ni la religion, et qui viennent, ils se mettent à décrire. C'est souvent de la description, et ce qui est horrible et injuste, c'est qu'ils vont tirer des conclusions, et lesquelles conclusions vont être reportées par d'autres livres d'histoire. Donc voilà, notre histoire n'est pas adaptée à sa propre réalité, et ça, je le regrette profondément. Donc il faudrait déjà, vous savez, moi je suis convaincue qu'un peuple qui ne connaît pas assez son histoire est un peuple qui ne peut pas être fier de son pays. Quand on passe, par exemple, que le Maroc, sans chauvinisme aucun, nous sommes un pays extraordinaire, avec des particularités extraordinaires, mais les gens ne le savent pas, les jeunes ne le savent pas. Nous sommes le pays de la plus grande réserve de cèdre dans le monde. Nous sommes le pays de la plus grande réserve de l'arganier. Nous sommes le pays des deux océans. Nous sommes le pays de la diversité géographique, la neige, le Sahara. Nous sommes, je peux continuer, nous sommes le deuxième ou troisième pays connu par sa cuisine, le costume marocain. Et je peux continuer pendant, la liste est longue, mais on ne l'enseigne pas. Et nous ne sommes pas fiers. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des peuples, ne serait-ce que les Égyptiens, qui sont très fiers de leur culture, de leur pays. D'accord. Mais le Marocain, on l'a pas assez emprunt, on l'a pas assez fait mariner dans l'histoire de son pays pour qu'il en soit assez fier. Donc voilà mon point de vue sur la question. Et dès que j'en parle, je deviens passionnée. Si vous êtes là, c'est que on sait déjà que vous êtes tous passionnés. Monsieur Louzakour, avant d'avoir votre réponse à la question, Iman sur Facebook nous a commenté d'ailleurs d'où vient ce mot Asie. Je ne sais pas si vous avez une réponse. Sincèrement, je n'ai pas pu faire d'études là-dessus. Si Madame Goussousa a quelques notions à nous apprendre, moi-même, je ne sais pas. Par contre, je sais que Iman, c'est ma sœur, j'en suis sûre, et je vais lui dire, je vais faire des recherches et je reviens vers toi. Mais c'est vrai que je ne sais pas. Asie, j'ai aucune idée. Personnellement, par contre, la source du mot arabe, c'est plutôt positif, parce que ça vient du mot karama. Peut-être que c'était ça au préalable, et peut-être que ça a changé au fur et à mesure. Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Je n'ai pas d'études de recherche là-dessus. Mais par contre, si je me base uniquement sur la langue classique, arabe classique, l'aise, ça peut être que ça. Par contre, si je me réfère à la culture sociale du commun des mortels, Azik, peut-être ça a un rapport avec la chèvre, je ne sais pas, le bouc. Pas du tout. Aussi, dans ce sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne peux pas m'aventurer à dire n'importe quoi. En effet, M. Louzakour, il y a des années de là, c'était le salon du livre à Casablanca et on parlait de racisme. Oui. Et on m'a précisé, c'était un des colloques qui se passait dans le pavillon France, l'Institut français à Casablanca. Et je posais cette question à un ami et il m'explique que le Mouazi, ça vient de ce. En fait, la tradition était que les maîtres qui avaient des esclaves donnent à leurs esclaves des prénoms de valeur pour que, une façon de show-off. Il veut frimer avec le prénom de son esclave. C'est pour ça qu'on trouve que il appelle son esclave, quand c'est un homme, Ezzi, à savoir les Ezdieli. Des femmes, les femmes, c'était parfois Yakout, c'était Rzela, c'était etc. C'était des façons de frimer. C'était une exploitation de l'humain, mais on lui colle quand même une petite étiquette pour dire qu'il sert à quelque chose. Ce n'est pas innocent, mais je ne sais pas si c'est vrai à 100%, mais je crois que ça tient la route. C'est une lecture, comme vous dites, madame. C'est une lecture. C'est un peu tiré par les cheveux. Oui. Un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est possible. Hein, on n'a pas le fin mot. En tout cas, j'ai essayé, moi, je n'ai pas trouvé. J'ai essayé auprès de linguistes. Je n'ai pas trouvé, mais il faut continuer à chercher. Et vous avez raison, Agnès. Madame Gsouz, on m'explique là à l'instant pour dire aussi que ça fait partie de mon patrimoine. C'est Ezdieli.
C'est Dièse. possible. Voilà. La C'est très C'est possible. c'est une matérialisation de la personne aussi. C'est très Là, possible. C'est horrible. vous me rappelez une émission que j'ai vue sur l'esclavagisme à Bordeaux et qui ont eu la même idée, mais d'une autre manière. Ils étaient en train de monter des statues de leurs esclaves. Ils les mettaient à la porte de leur château, comme quoi c'est significatif. C'est comme si on montrait notre patrimoine. Ça veut dire Le qu'on patrimoine, valorise. oui. Peut-être que c'est Voilà. ça. Bon, on est en Oui. train de dire une lecture propre. Bon, il faut approfondir la recherche. Donc, pour revenir un peu à votre question, vous m'avez rappelé quelque part dans les années 90, quand je soutenais mon 2S à l'époque, diplôme des études supérieures, et j'ai écrit une phrase où j'ai stipulé comme quoi l'histoire sociale du Maroc n'est pas encore écrite. Et à ce moment-là, il y avait le président de la commission, j'étais très jeune, il me dit vous êtes révolutionnaire, vous dites n'importe quoi. Comment osez-vous dire ça? Alors, parce qu'il avait écrit quelque chose sur Inouï à l'époque. Mais à vrai dire, j'avais beaucoup de difficultés quand je cherchais. Il n'y avait rien presque d'écrit sur la société marocaine à l'époque. Et à l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Donc, j'ai eu beaucoup de difficultés à trouver des références qui puissent m'aider dans ce sens. Et donc, vraiment, pour dire que l'histoire marocaine écrite, vraiment, on ne la trouve pas. Donc, je me suis référé à l'oral. Donc, ce qui se rapporte de bouche à bouche, peut-être que ça aurait été fertile. Et j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui se racontait en concernant la société marocaine, les familles marocaines, et qui faisait un peu, plus ou moins, notre fierté, comme a dit tout à l'heure Madame Ksous. Parce qu'en fin de compte, cette société qui a su dépasser toutes les crises inimaginables, quelle que soit leur nature, et qui ont pu se soucier au moment de crise, j'entends par là le colonialisme, comment ils l'ont combattu, la famine, tout ce que vous pouvez imaginer, si bas encore. Et aujourd'hui, ils ont démontré la même chose en Covid-19. En un clin d'œil, la société a changé. C'est extraordinaire tout ça. Donc, il y a derrière un fond historique qu'il faut valoriser, qu'il faut vraiment inscrire à nos enfants d'une manière ou d'une autre pour qu'on puisse avoir cette fierté d'appartenir à ce pays qui nous est cher. Mais malheureusement, on ne peut pas nier aussi, comme vous le dites, pour se réconcilier avec notre passé, on ne peut pas nier, comme toute civilisation qui a connu les gloires, on ne peut pas nier que nous avons commis des erreurs, mais qui étaient à l'époque un point je dirais, de différenciation, de pouvoir, parce que l'esclavage, à un moment donné, c'était un signe de pouvoir. Depuis l'époque romaine, c'était toujours ça. Heureusement que l'humain a évolué, que l'humanité a évolué. On parle de droits de l'homme. On est en train aujourd'hui de prendre en charge les faibles de la société. Donc, c'est plus le même raisonnement. Il y a un changement. Et aujourd'hui, on voudrait que tout humain, quelle que soit ses origines, quelle que soit sa couleur, son sexe, qu'il vive dans la dignité. Donc, il y a tout un changement et un chamboulement des mentalités. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours aussi facile que ça. Donc, il y aura toujours cet autoritarisme, cet amour du pouvoir qui va chercher à ce que les choses continuent à rester sans changement. Et il y a aussi les penseurs, les personnes comme vous qui prennent en charge l'amour humain, qui voudront que les choses changent. Monsieur Benzakour, je reste avec vous. J'ai une question qui s'impose et qui est de votre spécialité. En fait, c'était écrit avant le début du live, puisqu'il y avait des questions par profil. Y a-t-il des raisons subjectives ou peut-être objectives qui font que au Maroc, on a un déni volontaire de l'acte raciste que nous faisons? Le déni, c'est qu'aujourd'hui, j'ai toujours aimé parler de ce sujet parce qu'il n'y a pas que le racisme, il y a toute une panoplie de choses qu'on ne prend pas au sérieux et qu'on n'affronte pas notre réalité. Le rapport à l'autre, en général, que ce soit dans le cadre du couple, que ce soit dans le cadre de la famille, du travail, de la société en général, il y a toujours ce rapport à l'autre qui nous pose beaucoup de difficultés. Et effectivement, il y a des explications plus ou moins psychosociologiques quand on revient à notre éducation. Il y a le terme « NES ». Le mot « NES » qui est utilisé, c'est toujours dans le contexte subjectif et pire que ça, c'est toujours dans le contexte négatif. À savoir, on est en train d'éduquer nos enfants de telle manière qu'ils ne peuvent jamais être dans la vérité et dans la réalité. Donc, on conçoit un monde idéal qu'on devrait montrer aux autres et qui doit montrer une image que selon la famille,
doit rester toujours dans un contexte, je ne sais pas, glorieux, enfin, inhumain, si on veut dire, angélique, du parfait, si vous voulez dire. Et à ce moment-là, donc, on n'arrive même pas à se connaître soi-même, à connaître ses limites, à connaître ses tendances, à tel point qu'aujourd'hui, donc, on a cette naisse, cette chouma qui persiste encore jusqu'à aujourd'hui. Effectivement, quand on passe à l'acte, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on est dans l'action sociale quotidienne, c'est à ce moment-là qu'apparaît ce que vous avez appelé, vous, le déni. Mais en fait, c'est là qu'on est nous-mêmes, qu'il n'y a pas ce poids de la famille, ce poids de naisse, ce poids de chouma. Et là, on nous reproche d'être nous-mêmes. Ça veut dire qu'on nous rappelle à l'ordre, d'une autre manière, de redevenir l'éducation que nous avons reçue, à savoir se tenir dans le cadre bien tracé. A dit, tu n'as pas le droit de le dire, mais tu as le droit de le vivre intérieurement. Donc, c'est quelque part une parmi des causes principales de ce déni. Madame Gsous, vous avez peut-être une lecture à vous de notre avenir, mais aussi qui doit être liée peut-être à la réalité qu'on a. Nous n'avons peut-être pas les outils pour combattre le racisme dans ses racines au Maroc. Qu'est-ce qu'il nous faut réellement comme outil pour que l'on puisse bloquer tout mouvement ségrégationniste ou toute action collective qui a pour but de propager le racisme et la haine et le rejet de l'autre? Il faudrait d'abord légiférer, il faudrait qu'il y ait une loi, ça c'est sûr et certain, et on va aboutir à ça, c'est sûr et certain. Vous savez, on va aboutir, ça j'en suis consciente, parce qu'il y a assez de prise de conscience aujourd'hui de cet état. Il faut légiférer d'abord. Maintenant, quand une loi est promulguée, elle ne change pas automatiquement les comportements, les mentalités, le langage, aussi l'expression raciale. Mais déjà, c'est une plateforme qui permet de canaliser, d'encadrer et, vous savez, de faire peur. Hein, je dis faire peur entre guillemets. Les lois, c'est une violence symbolique, ne l'oublions pas. Donc, c'est déjà un garde-fou, je dirais, premièrement. Deuxièmement, il y a un travail à faire au niveau du système éducatif, comme je l'ai déjà dit. Il y a une prise en charge déjà à prendre par les parents de manière à ce qu'ils purifient leur propre, qu'ils assainissent leur langage. Et ça, c'est très important. Comment les parents parlent des autres? Est-ce qu'ils apprennent la tolérance? J'aime pas beaucoup ce mot de tolérance. C'est un mot galvaudé que je n'aime pas et qui permet toute action, justement, raciste. Apprendre à leurs enfants à respecter la différence chez l'autre. Et ça, c'est très, très important. Il n'y a pas, la vérité n'appartient à personne. Il y a de multiples vérités. Et il n'y a aucun prototype humain qui est l'exemple ultime. Voilà ce qu'on doit apprendre à ses parents, à ses enfants, et qu'il faut respecter. Le respect de l'autre, ça, c'est d'abord accepter sa différence. C'est d'abord utiliser des mots non violents, rester dans l'empathie. C'est toujours se poser la question, si c'était à moi qu'on disait ça, comment je réagirais? Être dans la réciprocité. Ça commence déjà par les parents. Ensuite, c'est tout le système scolaire. Et je travaille depuis je suis enseignante depuis 33 ans. Ça fait au moins 30 ans que je m'intéresse à la pédagogie au niveau du système scolaire marocain, où il y a beaucoup de violence, beaucoup de haine de la part des enseignants, où il y a de la violence verbale, de la violence physique, beaucoup de mépris, beaucoup d'insultes, de la marginalisation. Et je mesure encore une fois l'intensité des mots que j'utilise. Et donc un système où l'enseignant lui-même va créer ces fractures au sein du groupe de l'école, où l'enseignant, pas tous, mais je dirais beaucoup d'enseignants, je dirais même la majorité des enseignants au niveau du primaire, du secondaire, qui eux-mêmes produisent des effets de racisme. Quand vous avez un enfant qui est petit, le prof peut lui dire avec le buinta, avec, vous voyez, avec le qazam, quand, je sais pas, face à un handicapé, les enseignants peuvent lui dire wal ma'tob, wal mu'awwaq, etc. Et donc, les enseignants, ce sont eux qui éduquent, qui sont censés éduquer. Quand dans une classe, un enfant de 7, 8, 10, 14 ans entend déjà l'enseignante être justement dans cette stigmatisation, quand elle ne le corrige pas, et bien là, on est dans un système éducatif
qui produit justement le racisme. Et ce n'est pas compliqué. Moi, je crois beaucoup aux campagnes de sensibilisation. Il suffit d'en parler. Il suffit qu'il y ait une campagne de sensibilisation au niveau sociétal, une campagne de sensibilisation au niveau des médias pour que les parents soient conscients. Il faudrait pouvoir avoir des circulaires au niveau de l'enseignement, qui soient privés ou secondaires. Je veux dire, c'est pas le Marocain s'adapte, il est perméable au changement, mais il faut le lui dire. Et je vous assure, tout à l'heure, je vous parlais de mes étudiants par rapport à l'histoire des Juifs qui sont là dans le rejet, etc. Et quand je leur explique, je vous assure que automatiquement, ils changent d'attitude. Je veux dire, il faut expliquer, il faut parler, il faut expliquer, il faut dire, il faut prendre conscience aux jeunes, puisqu'on parle de la majorité encore écrasante de la population, du fait qu'ils ne doivent pas être acteurs justement de ce racisme, mais qu'ils doivent eux-mêmes se sentir un acteur dans le militantisme contre le racisme. Et ça donne ses fruits. Justement, Madame Xos, rappelant que l'enjeu de cette série de webinaires, c'est de créer un plaidoyer contre les discriminations raciales pour que l'on puisse finalement, peut-être, barrer la route à toute organisation ou toute pensée collective qui est raciale et qui se base sur une certaine race ou qui rejette les autres. Monsieur Benzakour, socialement parlant, le Maroc est bloqué à une phase de la réflexion qui peut-être remonte à des siècles. Selon vous, qu'est-ce qui fait que nous en sommes encore là? Bien, peut-être que je vais commencer par répondre par l'oublié de notre intervention, à savoir la personne stigmatisée elle-même. Oui. Et il faut qu'on s'attache à ça, il faut qu'on sache que l'être humain que nous sommes, et il faut partir d'une réalité qui est extraordinaire, c'est que nous sommes toujours en train de chercher la voie de sortie. Nous savons pertinemment que la société, que nous nous nions, que nous l'avouons, vit quelque part cette stigmatisation, ce racisme. Et donc, ces personnes concernées par le racisme, ils sont en train de développer une certaine affirmation de soi qui est extraordinaire. Mais malheureusement, ils le vivent d'une manière très difficile. À savoir, il y a des conséquences de stress, de conséquences de dépression, et malheureusement, qui ne démontrent pas, parce qu'ils veulent s'affirmer. Ils veulent tracer leur voie comme tout un chacun. Et donc, ils vivent un double dilemme, à savoir comment s'affirmer, comment ne pas tomber dans le piège du racisme et du stigmatisation, et comment être comme tout un chacun et ressembler à tout un chacun, ça veut dire mener sa vie comme il l'entend. Et donc, tant qu'on n'ouvre pas cette porte de sensibilisation, on ne déclare pas au monde cette souffrance, donc on va rester enclavé, comme vous le dites. On va rester toujours enfermé dans notre petit monde, parce qu'on n'a aucun sentiment envers cette personne qui souffre. On est toujours en train d'utiliser un mot que je déteste beaucoup, je détruis la personne en face de moi, je l'écrase, et on termine, même le prof, il cherche aussi des prétextes, et il dit, est-ce que c'est ça l'éducation? Est-ce que c'est ça, créer un climat d'humour? Est-ce que c'est ça l'humour? Ça, c'est l'humour noir plutôt. Et donc, si on a une pensée vers cette personne stigmatisée, cette personne qui vit le racisme chaque jour, peut-être qu'on ne réfléchirait plus, qu'on va passer à l'acte. Parce que tout être humain déteste la souffrance. C'est vrai qu'il développe quelque part une certaine intelligence pour je dirais pas pour qu'ils acceptent le racisme, loin de moi cette idée, mais de pouvoir vivre dignement. Et ils prouvent à travers leur réussite, leur succès, comme quoi il existe. Mais à quel prix? À quel prix? Et effectivement, on doit prendre en considération ça parce que normalement, les sentiments, et là je vais ouvrir une parenthèse sur laquelle j'aime bien parler aussi, c'est que nous ne sommes pas que intelligence, nous sommes aussi une autre forme d'intelligence, à savoir l'émotionnel. Et l'émotionnel, quand on parle du racisme, Madame Sousa parlait tout à l'heure de la loi, moi je vais parler de ce côté psychologique qui est extraordinaire. Pour être équilibré, les 4 volets doivent être vraiment équilibrés. Le cognitif, l'émotionnel, l'interaction sociale et le physique. Et pourtant, quand on oublie un de ces éléments-là, il y a la persistance de
cette souffrance qui dure dans le temps et qui peut faire mal, pas uniquement à la personne, mais à la société en entier. Donc, arrêtons d'être hypocrites, que les politiciens prennent leurs responsabilités comme il se doit, qu'ils parlent de ça. Il n'y a pas que les intellectuels qui doivent parler de ce sujet, parce que toujours est-il que l'intellectuel, c'est vrai, il forme l'intelligentsia, qu'il est là pour faire bouger les esprits, mais il faut passer à l'acte. Il n'y a pas que le côté légal qui est important. Il y a aussi les décrets de loi qui doivent être appliqués. C'est vrai que quelque part, nous avons paraphé ce qu'on appelle la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale. Mais puis après, où est-ce qu'ils sont les décrets d'application? Il n'y a rien. Donc, il y a un silence absolu sur ce problème-là. Et donc, ce qu'il faut faire, outre que les lois, c'est faire bouger et sensibiliser cette masse silencieuse, la pousser à agir et aussi à la responsabiliser. Parce que tout individu, quelque part, peut participer à partir de son petit, bon, je dirais pas petit, à partir de son action, il pourrait changer les choses. Et nous n'attendons pas uniquement que les choses viennent d'en haut, parce que tout un chacun peut participer et on pourrait sortir un jour de cet enclavement que nous sommes même créés. Merci beaucoup, M. Bezacour. Je m'excuse auprès de nos spectateurs pour de nombreuses coupures, parfois des petits bugs de connexion. Vous savez, ce sont nos opérateurs, on les connaît très bien et on fait avec. Madame Bezacour, pardon, M. Bezacour, Madame Ksous, nous sommes face à, on va l'appeler comme ça, une collaboration silencieuse d'une masse non raciste. Est-ce que c'est une complicité réelle que d'être silencieux face à un racisme? À différents degrés, bien sûr, parce que nous avons bien dit tout à l'heure que nous ne sommes pas un pays de racisme, mais un pays où il y a des formes de racisme. Est-ce que ce silence de la grande majorité est un silence complice? Il faudrait d'abord qu'une grande partie de la population soit consciente déjà du fait que ce soit du racisme. C'est pas évident. Je vous rappelle, Anas, tout à l'heure, que vous-même, vous disiez que j'ai un ami noir, quand je veux plaisanter avec lui, voilà. Vous avez eu la chance d'être engagé, si vous voulez, dans ce mouvement. Et c'est très, je salue votre franchise. Parce que de toute manière, on est issu de cette culture, qu'on le veuille ou non. On n'est pas, voilà, on se présente pas aujourd'hui comme étant supérieur ou alors en dehors de cette culture. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est ancré et ça va mettre du temps. Vous voyez, il faudrait d'abord qu'on en ait conscience. Il faut faire le diagnostic. Il faudrait trouver sa place aussi, être conscient du fait qu'on contribue. C'est pas évident du tout, hein, tout ce que vous dites là. Il faut vraiment être dans le mouvement, être dans le militantisme pour se dire waouh, c'est vrai, moi je suis raciste, ou alors je vois du racisme autour de moi et je ne réagis pas. Ce n'est pas de la complicité, ça peut être de l'ignorance. Moi je dirais même pas de l'indifférence, parce que l'indifférence veut dire je sais et je choisis de me détacher. C'est pas mon problème. Vous voyez, pour moi, c'est de l'ignorance. C'est aussi, comme je l'ai dit, c'est tout un héritage. Vous voyez, c'est un héritage. On peut être dans le paradoxe. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, Anas, en disant moi-même, je le dis. Et on est dans ce paradoxe. Il faut pas le nier. Ça me rappelle ma mère, Allah yarhamha, qui était une femme, bon, avec je dirais, bon, qui défendait les droits de l'homme, etc., très juste, et qui un jour, en plaisantant, ma sœur Imen, je pense qu'elle est en train de m'écouter, je suis sûre, puisqu'elle a posé la question tout à l'heure, un jour, elle avait des amies subsahariennes, et elle lui a dit, maman, écoute, je vais faire une soirée, s'il te plaît, tu nous prépares un dîner, c'est pour mes amis gabonais, sénégalais, ivoiriens, etc. Et ma mère, qui était vraiment une femme extraordinaire, moderne, etc., qu'est-ce qu'elle lui dit? C'est pour la plaisanterie. En arabe, je vais le dire, et je traduirai. قالت لها مزيان يا بنتي كنا تنشريوهم تيخدموا علينا ودابا غتجيبيهم ليا نخدم عليهم. Je vais traduire. Elle dit c'est bien ma fille là. Avant on les achetait pour qu'ils nous travaillent et maintenant tu veux me les amener pour que ce soit moi qui travaille pour eux. Vous voyez? Et c'est de l'humour. Je vous dis pas ma sœur était scandalisée. Mes filles qui étaient encore gamines étaient scandalisées. Vous voyez? Voilà, ça c'est une nouvelle génération qui peut, parce qu'elle a fait des études, etc., parce qu'elle a été sensibilisée, peut être scandalisée. Et bon, ma mère s'en est tenue en disant, oui, c'est rien. Mais derrière la plaisanterie, on garde quelque chose. Vous voyez?
même au niveau de la plaisanterie. Ça prouve qu'il y a quand même un héritage tacite, implicite qui est là, même s'il ne dit pas son nom. Maintenant, c'est sûr que chacun d'entre nous doit faire un effort pour sortir justement de ces paradoxes. Et la question, c'était, est-ce qu'on est complice? Je pense que la société civile fait de l'excellent travail au Maroc. Depuis les années 70, avec les droits de l'homme, à ce jour-là, moi, je suis vraiment très confiante. Il y a des hommes, il y a des femmes qui sont engagés, qui militent justement pour que les lois avancent, pour qu'il y ait une meilleure protection. Et je pense qu'on peut pas, on aurait souhaité aller beaucoup plus vite que ça. Mais il y a un boulet que l'on traîne. N'oubliez pas, il y a tout ce passé. On traîne un boulet. Les choses ne vont pas aussi vite qu'on le souhaiterait, mais elles avancent quand même. Et comme je le dis, moi, je fais vraiment confiance en cette jeunesse qui reprendra le flambeau et qui, elle, est beaucoup plus consciente. C'est-à-dire que ce noyau, si vous voulez, qui lui milite pour les droits de l'homme, pour lutter contre le racisme, n'est pas énorme. Mais ce qui est important, c'est que depuis les années 70 et surtout 90, le noyau est en train de s'élargir pour devenir une force. Et c'est ça qui est important. Monsieur Benzakour, par rapport au silence de la masse. Oui, bien sûr. Je commencerai par la phrase extraordinaire de Philippe Leyens qui dit « C'est en prenant conscience du raciste qui sommeille en nous que nous parviendrons plus facilement à nous en affranchir. » Et c'est vrai, c'est ce qui résume ce que vient de dire docteur tout de suite Souss. Et donc, je dirais aussi qu'il ne faut pas oublier le phénomène idéologie. L'idéologie, il est là pour vraiment faire passer la discrimination et le racisme d'une manière subtile. Et quand je dis l'idéologie, j'entends par là l'idéologie dominante, qui cherche à faire croire à la supériorité des uns sur les autres, au fait d'avoir un droit sur l'autre, un droit de jugement, un droit d'exclusion. Et ça, c'est vraiment ancré dans notre culture, je dirais, pas culture patrimoine, mais culture dans le sens pédagogique, dans le sens de l'éducation, dans le sens des manuels. Donc, même dans notre, malheureusement, art officiel, à savoir les séries, les films télévisés, ainsi de suite, ils sont en train de passer à travers cette idéologie des messages de discrimination. Et je voudrais juste rappeler une chose très importante. Prenez votre temps. Merci, c'est très gentil. Vis-à-vis de la psychologie, ce que vivent les discriminés, ceux qui subissent le racisme, c'est vraiment, c'est pathologique. Ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de mourir à petit feu parce que c'est du quotidien, c'est du chaque jour. C'est dans les mots qu'ils entendent, c'est dans les regards qu'ils subissent, c'est dans le fait, surtout chez les enfants et les adolescents, le fait de les écarter du groupe, de les juger. Donc, tout un ensemble de choses qu'on est en train je dirais, auxquelles on ne donne pas assez d'importance, mais qui font de nous l'être humain que nous sommes et qui sont cause de souffrance. Et même au-delà de ça, au-delà de l'exclusion, ils sont en train de détruire dans le fin fond de la personne ce qui est extraordinaire chez nous, à savoir le fait de s'affirmer, d'être soi-même. Donc oui, la masse doit aujourd'hui, je dirais pas se réveiller parce qu'on ne travaille pas assez sur la sensibilisation, mais on ne travaillera jamais assez. Donc il faut toujours continuer. Bon courage pour ce que vous faites. Mais je dirais aussi que chacun doit être responsable de ses actes. Si nous faisons quelque part juste attention à ce que nous prononçons, ce que nous disons, ce que nous faisons, à nos gestes aussi, peut-être que nous y arriverons. Je rappelle juste ici la communication non violente qui a un aspect extraordinaire. Je conseille à nos auditeurs de se référer à ces ouvrages qui sont extraordinaires pour nous aider à mieux éduquer nos enfants. Quand je dis la communication non violente, c'est effectivement comment faire attention à ce que nous utilisons comme mots, comme manière, comme gestuelle, comment nous nous adressons à l'autre. Peut-être que là, nous allons faire attention, nous allons devenir plus humains, plus rationnels peut-être, et aussi qu'on va tendre vers l'empathie, parce que l'empathie, c'est ce qui nous manque quelque part quand on parle du racisme et quand on parle de stigmatisation. L'empathie, c'est écouter l'autre, c'est sentir les mêmes sentiments que l'autre, c'est de comprendre l'autre. C'est pas être en accord avec l'autre, mais juste le comprendre. C'est ce qui nous manque. Et donc, quand on va atteindre cet aspect des relations humaines, à savoir l'empathie, peut-être que la masse peut bouger.
On a tendance de dire que ça n'arrive qu'aux autres. Non, ça arrive à tout le monde en souffre. Et quand je dis la stigmatisation et le racisme, ça peut toucher vos propres enfants. Faites attention à vos enfants quand ils viennent et qu'ils vous racontent ce qu'ils souffrent à l'école. C'est une forme de racisme. Donc, tout un chacun est touché par ça. Donc, ne négligeons pas ça. Et ne croyons pas que ça touche que les Noirs. Non, c'est faux. Ça touche toute personne qui subit ce qu'on appelle cette façon de discriminer sur la base de je ne sais quoi, l'être humain que nous sommes. Excusez-moi, Anna, si vous permettez, j'ai lu le commentaire de M. Touhami, Wazani Touhami, qui dit qu'il se souvient de sa tante, lorsqu'il revenait de la piscine, elle lui dit Willy, Ouliti Abiyed. Voyez, Ouliti Abiyed. Et ce que je voulais dire, c'est que je crois aussi en l'usure par le temps, parce que je suis sûre, M. Ali, que cette tante a eu ce background, elle a eu ça, ses souvenirs, etc. Elle en a entendu parler. C'est-à-dire que inconsciemment, son inconscient a emmagasiné cette comparaison, si vous voulez, cette référence, l'abiyed. Mais vous, c'est Ali, je suppose, vous êtes un jeune, vu la photo que vous avez affichée, vous l'avez pas dans votre référentiel, l'histoire d'El-Abd, etc., l'esclave. Et vous n'allez pas le communiquer à vos enfants. Et c'est comme ça qu'il y a un assainissement de ce langage qui peut être raciste par l'usure à travers le temps. Ça aussi, il faut lui faire confiance. Effectivement, Madame Xous, M. Touhami dit aussi dans un autre commentaire quand son grand-père l'envoyait chez le souci, le bqal, pour acheter telle chose ou telle chose. Est-ce qu'au Maroc, moi personnellement, je n'y vois pas de mal. Alors, j'aimerais bien que vous me corrigiez. Par exemple, quand on se fait appeler, tout à l'heure on s'est présenté, Hlizi, Dawi, Zmouri. D'ailleurs, Estevanico, qui a accompagné Christophe Colomb pour la découverte des Amériques, c'est un Zmouri. Il y a une dénomination. En fait, jusqu'à maintenant, tous ces noms, c'est tranquille, mais il y a un nom, quand on le dit, ça crée problème, notamment Draoui. Quand on dit à quelqu'un de Hadak Draoui Agilena, souvent on dit, c'est peut-être par rapport à sa couleur de peau. Linguistiquement, quand on creuse, c'est quelqu'un qui vient de l'ouad de Dra. Oui. Est-ce que c'est mauvais de se faire appeler comme ça par son origine tribale? Est-ce que ça crée de la ségrégation? Ça rejoint quelque part. Oui, Madame, allez-y. Allez-y, Madame. Je voulais juste, merci. Allez-y, je vous écoute. Merci. Vous savez, on dit que Draoui vient de Dra, mais n'oubliez pas qu'il y a la vallée de Ziz. Aussi. Et la vallée de Ziz, les gens noirs, Zizi par exemple, parce qu'il vient de la vallée de Ziz. Et c'est aussi cette concentration géographique où il y a beaucoup de personnes de peau foncée, en tout cas, et également beaucoup de personnes métissées. Est-ce que ça, vous savez, le mot, je l'ai dit tout à l'heure, n'est pas innocent. Le mot a une charge péjorative, il a une charge de haine, il a une charge de rejet. Un mot, émotionnellement parlant, un mot est très chargé, positivement ou négativement. Vous me direz le bédaouia, pour moi, c'est un honneur. Parce que je me sens bédaouia, je suis bédaouia. Au même titre que vous, Anna, je dis le bédaoui, c'est un honneur. Il n'y a aucune charge. Vous dites à quelqu'un, Msfewi, ou la Mdkori, ou la Dukali, c'est une fierté que de reconnaître que cette personne a une appartenance géographique locale. C'est une particularité identitaire. Voilà, oui, absolument. Mais il n'y a aucune charge émotionnelle négative. Au contraire, ce n'est que de la fierté de rappeler à la personne qu'elle vient de telle et qu'elle appartient à telle et telle région. Mais dire à quelqu'un de Draoui, là, ce n'est pas l'identité. Là, c'est du mépris pour sa personne lui-même, c'est du mépris pour sa couleur. Et tout de suite, vous savez, là, le cerveau a quelque chose d'extraordinaire. On va synchroniser. Il va vous synchroniser avec toute la haine et il va vous envoyer très loin dans l'histoire, dans les siècles, même si vous ne l'avez pas vécu vous-même. Et c'est une insulte. Dire à une personne Draoui, je ne me permettrai jamais de dire une personne Draouia, vu le contexte dans lequel les Noirs ont vécu. Voilà. Donc le mot a une charge émotionnelle qui se rapporte à un contexte donné et c'est comme ça qu'il faut le décoder. Et c'est pour ça que dire moi, pour moi, c'est pas quelque chose de péjoratif. C'est une réalité de l'histoire. Les Swassa, qu'on le veuille ou pas, ont été les premiers à venir dans les villes
C'est d'excellents pour commerçants. occuper le commerce. Voilà, ils l'ont très bien fait et je veux dire, c'est une réalité. C'est une réalité de l'histoire du Maroc. Draoui, c'est autre chose. On est dans l'insulte, dans le mépris. Je vais aller plus loin si vous permettez. Voilà. Je vais dire tout simplement, il ne faut pas négliger l'intelligence humaine. Et donc, quand on parle d'identité, d'accord, est-ce qu'on vraiment on est dans la fierté quand on parle de l'identité ou on est plus dans la charge émotionnelle péjorative? Donc, ça dépend du contexte. Et tout un chacun est assez intelligent pour comprendre et faire la différenciation et savoir est-ce que l'intention, enfin, est-ce que c'était dit dans l'intention de faire mal ou plutôt c'est juste par appartenance? Parce que nous avons tous besoin d'appartenir, nous avons besoin d'identité, nous avons besoin d'être différents. Mais en profiter pour nous coller des étiquettes, parce qu'il n'y a pas que le souci, il y a aussi le il y a aussi le gerbouz, il y a tout un de mots qui qualifient la personne, pas en tant qu'appartenance et identité, mais plutôt comme charge émotionnelle péjorative. Et moi, je vais aller plus loin. Est-ce que vous connaissez comment utilisent les Marrakechis quand ils désignent les Noirs? Il y a un mot vraiment très vulgaire. La joie. La pire. C'est beaucoup plus loin. C'est beaucoup plus loin, Madame Ksous. C'est beaucoup plus loin. Et ils le disent devant tout le monde, sans se gêner. Attendez, M. Benzakour, il y a un mot qui m'a échappé dans ma culture. Oui. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à la science. Ils disent le qallawi. Oui, ça y est, je vois. Oui, tout à fait. Ils n'en ont pas honte. Ils l'utilisent de cette manière. Et donc, quelque part, le terme scientifiquement parlant, il sous-entend de quoi? C'est justement parce que quand on retourne à l'histoire, on écartait les Noirs à travers le racisme. Donc, ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'on écrase les testicules pour qu'ils ne constituent plus un danger pour nos femmes. Donc, pour les eunuques. Exactement. On faisait les eunuques. Exactement. Mais il y a aussi, si vous permettez, M. Benzakour, on voyait également par les testicules s'il était fort ou pas. C'est peut-être aussi, il y a un lien. Les dents et les testicules, possible. On le réduisait à son appareil génital. Et quelque part, c'est toujours péjoratif. Et là, à ce moment-là, quand on parle de cette manière, ce qui est extraordinaire et en même temps très dangereux, c'est de jouer avec le contexte. Donc, je peux toujours utiliser l'identité comme moyen pour atteindre et toucher la personne. Comme j'utilise son corps, comme j'utilise sa couleur, comme j'utilise son niveau culturel, son appartenance sociale, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je dis psychiquement, et c'est la bonne nouvelle pour les stigmatiser, on a en tant qu'être humain cette force intérieure qui crée en nous la possibilité de dépasser cette petitesse de l'être que nous sommes. Ça veut dire que je peux toujours chercher à te nuire, mais si je suis conscient que le minable de l'histoire, c'est toi, je ne pourrais pas être touché. Je ne vais pas dire là, par ce discours que comme quoi on doit délaisser les stigmatisés, qu'ils deviennent plus forts par eux-mêmes. Non, ce n'est pas ça mon discours. Et je dirais tout simplement, dans le contexte psychologique, nous avons cette force individuelle de combattre en attendant que la société puisse peut-être changer, peut-être adopter d'autres lois, peut-être adopter d'autres façons de faire, mais en attendant, il faut que la vie continue. Donc, la bonne nouvelle, comme j'ai dit psychologiquement parlant, on a cette force intérieure qui puisse nous permettre de choisir ce qui nous intéresse et de délaisser ce qui ne nous intéresse pas. Parce que le cerveau humain, il a cette capacité d'être sélectif. Donc, puisque j'ai la capacité d'être sélectif, donc je vais sélectionner ce qui m'intéresse et de me désintéresser de ce qui me fait mal, en attendant que la société prenne en charge, bien sûr, cette discrimination raciale. Monsieur Benzakour, Madame Ksous, merci beaucoup. Si je peux récapituler la chose très rapidement, il faut justement reconnaître le racisme en nous. Quand on est raciste, il faut se dire qu'on a fait un acte raciste, que nous l'étions peut-être par moment, et ça va détruire ce déni, ça va nous aider à nous surpasser vers un humanisme encore plus universel, vers des relations beaucoup plus pacifiques avec l'autre. S'il vous plaît, rejoignez le Papier pour tous. Nous développons un plaidoyer contre la discrimination et contre le racisme. Si vous ne pouvez pas rejoindre, ne serait-ce que votre support dont nous avons besoin. Merci infiniment à vous tous et à très vite dans un autre webinaire pour développer ce plaidoyer. Merci à vous et je vous félicite pour l'initiative et pour votre militantisme. Merci. Je ne peux pas dire mieux. Merci à vous et bonne continuation.